Ok, nickel, impeccable. Donc, on se voit aujourd'hui donc pour faire la première issue, donc qui va être liée, consacrée pardon, à la création d'un utilisateur donc sur l'application. Donc, on va faire la partie registration. J'ai créé donc l'issue qui était liée à cette partie-là, donc je vous l'ai mis ici dans Practice Issues. Donc, on a la feature en elle-même, donc qui peut être utile si vous faites vos tests avec Viat notamment, comme on revient vous la montrer. Vous avez les specifications, donc qui vont être là pour les grandes lignes un petit peu de ce qui va être demandé, et vous avez les contraintes, donc là qui sont un petit peu plus génériques, donc qui sont le fait qu'il va falloir vérifier le username et l'email avant d'insérer en BDD. Donc ça, on utilisera un validator. On aura un utilisateur qui n'aura pas de rôle tant qu'il n'aura pas validé son compte, hyper important. Il sera crypté, donc le mot de passe, c'est pas passwords, mais password sera crypté en Beckett directement, et il aura une image de profil ou pas, c'est pas obligatoire, qui pourra être stockée dans le public images users. Il y aura un nom de fichier aléatoire avec l'extension directement. Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? Non? C'est tout bon? Hop, nickel. Donc ça, je mets juste à jour l'issue. Hop, ça c'était bon. Ok, nickel. Bah écoutez, on va se lancer du coup. Donc, comme la dernière fois, vous avez le repository en ligne qui ne change pas, hein, vous avez toujours vos variables d'environnement, on avait toujours le home action, et si je l'ouvre dans mon navigateur, j'ai toujours ma homepage qui fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais le mettre juste en mode inspecteur, ça sera plus simple. Si jamais il y a besoin, je vous le montrerai du coup en full screen. Ok. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ce qu'on avait vu? Alors, est-ce qu'on prévoit une connexion Google ou Facebook? Alors, pas pour le moment, mais ça peut s'implémenter, il n'y a pas de souci. On fera sûrement une implémentation dans les semaines qui viennent. Je pense notamment Google, Facebook, ce sera à peu près tout. Twitter, c'est peut-être pas la peine. On verra là-dessus. Ok? Nickel. Là, on va juste voir la création dans Symfony. Ça vous permettra de revoir un petit peu les basiques et du coup de vous remettre au point là-dessus. Donc ça, c'était bon. Nickel. Donc, pour créer notre création d'utilisateur, donc là, pour le moment, on va partir assez simplement. On va commencer par faire les tests, puis on fera le code derrière. On va le faire au fur et à mesure. On va essayer d'implémenter TDD. Et on va ajouter, du coup, quelques fonctionnalités. OK? Alors, je reprends mon PHP Storm. Donc, j'ai pas la coloration comme d'habitude. J'ai fait la mise à jour sur la 2.2, je crois, et ça plante. Voilà, sur la point 2. Donc, du coup, ça plante pour les éditeurs avec les colorations. Si jamais ça pose souci, vous me prévenez, il n'y a pas de souci. Donc, dans un premier temps, vous le savez, on avait dit que on essaierait de respecter donc TDD au maximum. Donc, on ne fera pas une implémentation stricte, hein, on ne va pas faire nos diagrammes UML, ainsi de suite directement. Mais dans l'idée, on va essayer déjà au moins de faire nos tests en priorité, puis après de faire notre code en parallèle. Comme ça, on avancera plus vite. Donc, pour les tests, on va utiliser PHP Unit. Donc, dans un premier temps, on va se mettre sur une branche à part. Donc, qui n'a jamais traité les branches avec Git? J'en profite. Non. Guillaume, t'as pas fait de branche encore? Non, j'ai pas fait de branche parce que j'ai pas encore vraiment eu besoin ou nécessité de le faire. Donc c'est pour ça, mais bon, après, c'est comme tout, hein. À un moment donné, quand il faut y passer, bah, on en fait et puis c'est bon, quoi. Y a pas de... J'ai jamais de problème pour trouver de la doc, pour trouver comment faire, pour ça. Ouais. Je crains pas de trop, tu vois. C'est pas vraiment mon problème. Alors là, dans l'idée, on va découper assez simplement. Donc, on a notre branche master, donc qui est celle qu'on va déployer en prod, hein, qu'on mettra en prod directement avec Docker, ainsi de suite. On va avoir la branche develop qui va nous servir de garde-fou, donc qui sera celle sur laquelle on va venir merger nos branches, et on aura ensuite une branche par fonctionnalité. Donc là, on va faire directement notre branche develop. Donc on part de master. Donc là, si je regarde git branche, j'ai bien du coup ma branche develop. Et on va faire une nouvelle branche, donc git checkout-b, on va l'appeler feature, et on va l'appeler registration, je vais l'appeler comme ça. Donc comme ça, dans l'arbre des branches, on a master, depuis laquelle on est parti pour créer develop, et de develop, on a créé fit registration, directement. Donc comme ça va nous permettre d'aller plus vite. S'il y a besoin, vous pouvez avoir le suivi ici, dans PHP Storm. Alors, je vais refresh ici. Et donc là, j'ai bien ma branche master. Et si je prends local, normalement, il doit me l'apprendre. Bon, là, il n'y a rien, mais on verra bien du coup qui sera découpé, puisque là, elles sont toutes au même niveau. C'est celui-là. Voilà. Donc là, on est bien sur notre branche, et donc on va pouvoir directement attaquer. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est de bien relire l'issue, puisque c'est à partir de là qu'on va
attaquer tout ça. Donc, on va avoir besoin d'un utilisateur, donc d'une entité user, qui aura pour le moment uniquement besoin d'un username, d'un email, d'un mot de passe et d'une image de profil. Donc, potentiellement, on a deux entités, user et picture, on va l'appeler comme ça, ou média, même on pourrait l'appeler média, et on va avoir autant de DTO pour les traitements de nos formulaires. On va commencer par faire nos entités. Donc, dans un premier temps, je vais en profiter pour faire un make require de PHP Unit. Comme ça, je l'aurai directement. Donc, je crois que c'est require dev. Voilà. Donc, je vais utiliser require dev. Le package, normalement, c'est PHP Unit. Je vais regarder quand même sur les récipes Symfony, puisque normalement, c'est le bridge qu'il nous faut. Donc, Symfony/récipes. Si vous avez des doutes, vous pouvez vous en servir. Hein, c'est plutôt pratique. Et il me semble que par défaut, c'est Symfony, PHP Unit Bridge, il doit être par un test pack. Donc test pack, ils ont appelé ça test. Donc nous, on va faire un make require package sur test. Donc on va appeler l'alias directement. Il va nous l'installer en environnement de dev uniquement. Et si on regarde le composer.json, donc on a bien du coup en require dev le test pack, donc qui est le package complet qui contient PHP Unit, le bridge, ainsi de suite, directement en environnement de dev. Donc ça va plus vite, là au moins il nous prépare. On voit bien qu'il nous installe tous les packages dont on a besoin, notamment le bridge. Il va nous configurer du coup PHP Unit pour qu'on puisse s'en servir. Et on a maintenant accès à run bin PHP Unit. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais créé la commande juste avant. Non, je l'avais pas. Donc là, on va pouvoir la créer directement. Donc le makefile, on va faire PHP Unit. On va lui dire qu'on a besoin du phpunit.xml.dist. Alors non, on va avoir besoin du phpunit.xml. On va le créer juste après. Donc on va s'en servir dans l'environnement PHP et on servira bin/php unit directement. Puisqu'ici, on va pouvoir l'appeler par cette commande directement, qui est juste un simple fichier pour appeler PHP Unit. OK? Donc, je vais en profiter, hop, et je vais créer phpunit.xml. Guillaume, juste une petite question. Est-ce que tu peux réexpliquer vite fait la différence entre une version normale de PHP Unit et le bridge? Ça, c'est pas clair pour moi. Alors, ta version classique de PHP Unit, donc c'est celle qui va être installée avec potentiellement toutes les dépendances PHP Unit, donc tu vas avoir tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Alors qu'en fait, le PHP Unit Bridge, si tu regardes directement sur la documentation, en fait, il va intégrer plein de petits packages. Alors, je crois qu'il est là. PHP Unit Bridge, voilà, ici. En fait, il va te permettre notamment de faire des tests en fonction d'une locale, il va enregistrer les annotations de doctrine, il va te lister les dépréciations. Donc, si tu as une commande ou une configuration comme celle qu'on avait fixée pour le routeur, ben, il va t'afficher. Il va t'afficher le stack trace de la dépréciation, donc il va te dire exactement d'où ça vient. Il va avoir les mocks pour l'horloge interne de PHP et le DNS, donc pour tout ce qui appelle HTTP. Et on va avoir aussi une version modifiée, donc pour Prophecy, qui permet de moquer tout ce qui est une méthode, ainsi de suite. Ok, c'est bon. En fait, voilà, il y a une configuration un peu particulière et en plus, on a, comme on l'a montré ici, l'intégration pour les tests clients directement, donc notamment le CSS, le DOM crawler et le browser kit. Ah ok, d'accord, ça marche. Voilà. Nickel. Le test pack, c'est juste la recette, ça vous permet d'aller plus vite. Après, vous pourrez faire un unpack à l'intérieur si vous avez besoin pour voir réellement les dépendances. Mais tant que vous avez juste les dépendances, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ok. Ok. Donc ça, c'était bon. Lui, il va devenir pénible, là, pour finir. Ouais, qu'est-ce qu'il met ? Ouais, c'est parce qu'il va manquer des dépendances. Donc ça, c'était bon. Donc on a notre pack pour le test, directement. Et donc là, j'ai créé juste une petite copie phpunit.xml, donc qui est la copie du phpunit.xml.dist, qui est juste pour pouvoir s'en servir directement. Ça évite d'avoir un .dist qu'on a modifié à chaque fois. C'est plus simple. OK. Donc ça, c'était tout bon. Et donc là, on va pouvoir peut-être lui passer aussi le dossier dans lequel on veut le lancer. Donc comme ça, on n'aura pas à lancer toute la suite de tests à chaque fois. Ça sera plus simple. Donc là, ça sera plutôt folder. Comme ça, on va pouvoir lui dire, je lance ces tests, par exemple, que dans le dossier UI ou que dans le dossier infra, ainsi de suite. Donc ça ira plus vite. On aura beaucoup moins de commandes. OK. Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? Je pense notamment peut-être en complément de celle de Laurent. Alors, toi, tu parlais d'un fichier similaire sous Win, ce sont les points .bat qui fonctionnent de la même façon. Alors, en point .bat, oui, effectivement, sur Windows, tu peux définir, alors c'est l'équivalent des commandes qu'on a là dans le makefile, sachant que de toute façon, maintenant, sur Windows, le makefile est supporté, si je dis pas de bêtises, par contre, il faut avoir le kernel Linux d'installer.
Pour avoir le kernel Linux, il y a une manip à faire pour justement avoir les deux pour faire la passerelle entre les deux parce que c'est pas natif en fait. C'est-à-dire que même si tu as le kernel Linux, il faut que tu fasses, un truc installé Ouais. pour que ça puisse marcher. D'accord. Alors là, de ce côté-là, moi, j'ai pas trop regardé. Je sais qu'il faut le kernel, ça c'est obligatoire. Mais voilà, mais bon, pour ceux qui sont sous Windows, qui veulent pas trop se prendre la tête, le point bat, ça marche bien. C'est pas Ouais. compliqué, c'est pas plus compliqué que ce qui a été fait sur le Makefile. La seule différence qu'il y a, c'est que c'est plus axé, on va dire, Windows. Donc, tu auras peut-être pas forcément exactement la même syntaxe, etc., mais ça se retrouve très facilement. Ok. Bon, bah ça c'est bon à savoir du coup. Mais sinon, voilà, on a le makefile s'il y a besoin. Donc ça là-dessus, là j'ai juste défini la commande. Donc bah voilà, comme Guillaume l'a dit, vous les redéfinissez pour ceux qui sont sur Windows. Il n'y a pas de souci. Ok. Je regarde s'il y a des questions en complément. Donc ça c'était bon. Et on dirait du comics sans MS. Non, pas du tout. C'est pas comics sans MS. C'est une très bonne question. Je sais même pas je sais même pas ce qu'il met en fait. Editor, qu'est-ce qu'il met? Font. Non, c'est du chalkboard. Non, non, c'est pas du comics sans MS. Ça y ressemble, mais c'est pas la même chose. Alors, je sais pas pourquoi il m'affiche ça. Hein. J'ai fait la mise à jour hier, mais je sais pas pourquoi il m'affiche ça. Bon, ok. Donc, nous, on va commencer par faire nos tests. Donc, on va essayer de se focaliser sur nos tests. Donc, en priorité, on va tester nos entités, puisque c'est la première partie qu'on va avoir besoin de créer. On a besoin de savoir ce qu'on met en place. Donc là, on va commencer par nos tests d'entités. Donc, dans le dossier test, on va créer des sous-dossiers. Donc, moi, je vais l'appeler domain, pas de daemon, domain slash models directement. Donc comme ça, on va nous créer le dossier models et à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle user unit test. Donc comme ça, on saura que c'est un test unitaire pour la classe user. Donc je vais la mettre en finale, puisque cette classe-là, je l'hériterai jamais. De toute façon, c'est une classe de test, donc j'en ai pas besoin. Et je vais faire un extend sur test case, donc qui vient notamment de PHP unit. S'il veut bien, alors ça va être où est-ce qu'il me l'a mis? Alors je vais prendre celui-là. Normalement, il est temps de test case. Voilà, il en étend directement, donc je vais utiliser celui-là, parce qu'il va pas me proposer celui de PHP Unit, mais c'est pas grave. Donc là, je mets juste les auteurs, hein, on s'en fiche là-dessus, c'est juste pour la décoration. Et donc là, je vais pouvoir faire mon premier test. Donc dans un premier temps, je vais tester que ma classe, déjà, existe, et qu'elle étende bien, enfin qu'elle implémente bien l'interface dont j'ai besoin. L'idée ici, c'est qu'on va utiliser un maximum d'interfaces, pour respecter notamment les principes I de Solid, donc interface segregation, et D pour dependency inversion. Ça va nous permettre d'être un petit peu plus propre là-dessus. Donc, je vais créer public function test it implement. Ça, normalement, pour ceux que j'ai déjà flagellé sur les tests, vous êtes déjà au courant. Je vais faire $user est égal à new user. Et là, je suis bloqué. Parce que j'ai pas ma classe, donc je peux pas aller plus loin. Donc, en respectant TDD, je vais créer ma classe directement. Donc, domain slash models. Hop, ici. Je crée ma PHP classe. Je l'appelle user directement. Comme ça. Donc là, je peux pas la passer en finale, parce qu'avec Doctrine, ça va poser quelques soucis si je la passe en finale. Je vais avoir des soucis pour créer des proxys. Donc ça, c'est Doctrine qui fait ça, c'est pas moi. Si je pouvais m'en passer, je le ferais. Il n'y a aucun souci. Donc j'importe ma classe, puisque maintenant je l'ai créée, et là, je peux continuer mon test. C'est-à-dire que là, si je lance mon test directement, si je fais un make PHP unit folder et que je lui dis par exemple domain slash, alors ça serait hop, ici, je vais juste modifier le makefile. Hop. Je vais lui rajouter le dossier test. Comme ça, il saura que c'est dans le dossier test. Si je lance ici models, normalement, il doit lancer mes tests et je ne dois pas en avoir en exécution. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, parce que du coup, il va m'installer les dépendances. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas PHP unit. J'aurais dû commencer par là. Je regarde s'il y a des questions entre temps. Est-ce que déjà, là, sur ce que j'ai montré, il y a des questions? J'en profite. C'est l'occasion. Donc là, on a juste créé la classe de test, hein, il n'y a rien de particulier, et la classe directement. Donc comme ça, on peut s'en servir. Je regarde où est-ce qu'il en est. Donc là, il va vous installer les dépendances, c'est obligatoire, puisque du coup, il va l'installer à chaque fois. Mais là, il vous l'installera que la première fois, puisque c'est la première fois que je lance la commande directement. Donc, il nous installe bien Prophétie. Et là, on va avoir les dépendances PHP Unit qui sont installées. Donc, on le voit notamment, je ne sais plus où est-ce qu'il est installé. Où est-ce qu'il l'a mis? PHP Unit Bridge, donc il a mis à jour, et je dois avoir PHP Unit. Donc là, test case, du coup, n'existe plus, donc il m'a pété une erreur. Et si ici, je fais extend de test case, normalement, je dois avoir la classe, alors quand il aura fini d'indexer, merci PHP Storm,
test case, voilà. Donc là, j'ai PHP Unit, donc je vais juste enlever celui-là, ça sera plus propre. Donc, essayez toujours d'utiliser plutôt les classes PHP Unit, c'est plus propre, ça vous évite de dépendre de Symfony. Si par contre, vous n'avez pas le choix, dans ce cas-là, dépendez de Symfony. Je pense notamment pour les tests fonctionnels et les tests end-to-end, je vais me faire fouetter par certains. Essayez de dépendre au minimum des classes de Symfony, ça sera plus simple. OK. Donc là, si je relance mes tests, logiquement, voilà, j'ai ma classe user donc qui n'a pas été trouvée, parce que par défaut, elle n'existait pas. Et dans app user, donc logiquement, c'est parce que j'ai app-test, donc là, ça serait app-test domain, app-models, domain models, pardon. Donc là, on était tout bon, et il me dit que la classe n'a pas été trouvée à int28. Alors, pourquoi il me dit que la classe user n'a pas été trouvée à int28? Pourtant, elle est chargée. Donc ça, c'était bon. Alors, je vais peut-être faire un dump autoload, ça sera plus simple. Donc, composer, donc make autoload. Donc, comme ça, il va me dumper l'autoload directement. Alors, là, par défaut, il me pète une erreur parce que j'ai une classe map. Donc, ça doit être peut-être pour ça qu'il me pète une erreur. Voilà. Donc là, il m'a bien retrouvé la classe. Donc, si vous avez des soucis avec des classes qui ne sont pas trouvées, vous dumpez l'autoload et comme ça, il rechargera automatiquement toutes les classes. Là, il me le met parce qu'en fait, j'ai un fichier de config dans le composer JSON. Je crois que je lui demande une classe map et donc, du coup, il ne doit pas apprécier. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez le regarder de ce côté-là. Donc, là, dans un premier temps, j'ai ma classe. Donc, mon test, on voit bien qu'il est en erreur. Donc là, par défaut, il me dit j'ai un test, 0 assertion, et j'ai un test risqué, ce qui ne fait pas d'assertion ni quoi que ce soit. Donc là, je vais pouvoir faire ma première assertion directement. Donc, statique, assert instance of. Et là, je vais lui dire, je veux que tu sois une instance de user interface directement. Donc là, c'est toujours pareil. Je n'ai pas ma classe, donc je la recrée. Donc là, c'est une interface. Normalement, vous avez l'habitude, si je vous ai fouetté sur les interfaces, c'est pas pour rien. Interface, je crée mon interface, et là, je peux m'en servir. Alors, je serai gentil, tu ne vas pas me le demander à chaque fois, parce que ça va vite être pénible. Là, je peux charger ma classe, donc je charge mon interface, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, potentiellement, je ne peux pas écrire plus de tests, parce que j'ai testé mon interface. Par contre, si je lance mon test, j'ai une erreur. Parce que là, déjà, assert instance of, j'ai oublié un paramètre. Donc, ça serait $user en plus. Mais le problème, c'est que si je relance mon test, il me dit, j'ai pas d'instance. Ça, là-dessus, je peux pas aller plus loin. Instance of expected, donc c'est user interface, actual user. Donc ça, c'était bon. Donc, je vais implémenter mon user interface directement. Comme ça, elle est utilisée, je peux m'en servir. Donc là, logiquement, si je relance mon test, sauf s'il a décidé de m'embêter, interface, ouais, bon, c'est parce que du coup, j'ai pas la classe. Et logiquement, voilà. Donc là, j'ai bien mon test qui est passé et qui fait une assertion. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui s'est passé en fond, c'est juste que si vous n'avez pas encore fait de test là-dessus, j'ai instancié mon utilisateur. Étant donné qu'il implémente user interface, quand je lance mon assertion, je sais que l'interface est respectée. Donc, c'est bien une instance de l'interface. PHP Unit, lui, il va vérifier si il y a un héritage, si c'est une implémentation ou si c'est la classe directement. OK. Est-ce que déjà là-dessus, c'est pas clair? J'en profite. Alors, Alex. Alors, justement, j'implémente pas encore User Interface de Symfony parce que pour le moment, déjà, j'ai pas le composant qui est installé, donc j'ai pas la sécurité. Et puis, je veux pas l'implémenter pour le moment, tout simplement parce que si j'implémente de suite User Interface de Symfony, je rends mon code dépendant de Symfony. Là, pour le moment, je veux pouvoir le faire fonctionner sans Symfony. Même si je suis dans un cas de Symfony, je dois pouvoir le faire tourner sans. Donc, c'est pour ça que là, je l'implémente pas. Essayez toujours au maximum de ne pas dépendre de Symfony, même si c'est propre et que vous me dites oui, mais on est des développeurs Symfony, donc on va dépendre de Symfony. Oui, si vous pouvez éviter, c'est mieux. T'es trompé dans ta licence, Guy. Ah bah oui, c'est practice. Bien vu. J'étais parti dessus. J'ai dit, tiens, ça sera pratique, mais non, c'était pas la bonne. Bien vu. Donc là, je remets juste mon code proprement pour que ce soit fait. J'ai mon interface, donc voilà, c'est pareil, vous générez votre licence, hop, et j'allais faire la même, non mais ça va pas le faire là. Donc là, hop, donc pensez bien à mettre le point, ça ce sont les bonnes pratiques Symfony, hein. Faites hyper attention là-dessus, il faut qu'elles soient respectées, c'est important. Donc, là j'ai mon utilisateur et j'ai mon test sur mon interface.
Le problème, c'est que mon utilisateur, on l'a vu, il va avoir des besoins un peu particuliers. C'est-à-dire que là, lui, il a besoin au moins d'un username, au moins d'un email, d'un mot de passe et d'une image de profil. Donc ça, c'est des choses qui sont nécessaires quand je crée mon utilisateur. C'est pas quelque chose d'optionnel. Donc pour ça, on va utiliser le principe de modèle riche et on va passer tous ces arguments-là dans le constructeur directement. Alors, je sais que certains vont venir vous dire oui, mais il vaut peut-être mieux avoir une méthode, par exemple, public, function, create, par exemple, ou registrer, ou register, par exemple, et lui passer les arguments. Alors, ça peut fonctionner. Le problème, c'est que nous, on sait pertinemment qu'un utilisateur, quand on va le créer, il aura forcément un username, un email, un mot de passe, une image de profil. Donc, c'est pas quelque chose d'optionnel, donc on n'est pas obligé de le mettre dans une méthode à part. OK? Alors, qui c'est qu'il y a il y a un micro qui bip. Je sais pas si c'est j'ai un nouvel utilisateur, c'est qui là? GR2. Alors, je sais pas qui est le nouvel utilisateur là sur la session. C'est Xavier. C'est Xavier qui est passé dessus? Ouais, c'est bizarre. Il y a une chose bizarre. Bon, enfin, il récupérera du coup. Ok. Donc, nous, on sait qu'on a par défaut un username, un email, un mot de passe, une image de profil. Donc, on va pouvoir attaquer là-dessus. Donc, dans l'utilisateur, on va commencer à faire notre test. Donc, ici, on va lui passer donc une chaîne de caractères vide. Donc, ça sera le username. Donc, on va l'appeler Toto, par exemple. Toto, donc, @gmail.com, hyper inspiré, et Toto pour le mot de passe. Et donc là, ensuite, on aurait, par défaut, une image de profil. Alors, là, on va tricher un peu, on va utiliser nul. Par défaut, ça sera plus simple. Alors, vous allez me dire, oui, c'est super, là, je vais tester, je vais lancer mes entrées à l'intérieur, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Oui, ça peut fonctionner. Le souci qu'il y a, c'est que, imaginons qu'on veuille s'assurer que plusieurs jeux de données fonctionnent. Là, pour le moment, si à chaque fois je veux tester mon utilisateur en fonction de plusieurs sets de données, je suis obligé à chaque fois de modifier les valeurs. Pour ça, PHP Unit, il a un petit raccourci qui s'appelle les data providers qu'on va utiliser directement. Donc là, je vais faire public function, provide, credentials, par exemple. Je vais utiliser yield, donc qui est un générateur. Je lui renvoie un tableau et je vais lui mettre Toto. Alors, après, c'est Toto, par exemple, @gmail.com et Toto. Et je peux répéter ça autant de fois que besoin. Donc là, ici, ça serait Titi plutôt. Ici, ça serait Tutu. Hop. Et ici, ça serait Tata. Hyper inspiré sur les noms, hein. M'en excusez. Je retourne un générateur. Alors, l'idée du data provider ici, ça va être de lui dire, tu vas renvoyer les données à chaque fois. Donc, yield, donc, il renvoie les valeurs et il continue le processus. Comme ça, à chaque fois, je vais pouvoir lancer mes tests avec plusieurs jeux de données. Donc, ça va me permettre de m'assurer qu'à chaque fois, ça passe et qu'il n'y a pas de souci. Pour l'utiliser, vous rajoutez des arguments dans votre méthode. Donc, string, là, ça serait $email, et là, ça serait string $password, directement. Et ensuite, il y a une petite annotation à rajouter. Donc, ici, il va vous le mettre, et c'est data provider, et vous mettez le nom de votre méthode, directement. Donc là, au moins, PHP Unit, il va savoir qu'il faut charger les données qu'on lui envoie plus haut. Je lance mes tests comme ça, donc je lui passe mes identifiants, il n'y a pas de souci. Là, mon utilisateur va planter. Donc, si je lance mes tests, normalement, je devrais avoir... Là, il passe, parce que par défaut, mes tests fonctionnent, mais le problème, c'est que mon utilisateur ne sera pas hydraté, parce que j'ai pas de constructeur pour le moment qui est engagé, donc je peux pas fonctionner. Donc, pour ça, là, on va pouvoir modifier notre utilisateur. Donc, je le mets pas dans l'interface, puisque certains d'entre vous le savent, avec Doctrine, ça pose souci. Donc, je vais juste le mettre ici. Donc, public function construct. Hop, je vais créer mes trois attributs. Donc, private username, private donc, email, hop, et private. Ouais, alors, si je mets pas un point virgule, ça va être compliqué. Password, directement. Donc là, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Je vais juste générer la documentation. Ici. Je vais lui passer comme ça, je régénère mon constructeur, ça va aller plus vite. Hop. Et on n'oublie pas de respecter les PSR2. Hop, ici et ici. Moins. Vous mettez un sur la ligne, et là, mon constructeur, il est en place. Donc, par défaut, je sais que mon user, maintenant, chaque fois que je vais le construire, il va attendre un username, un email, un mot de passe. OK? Est-ce que déjà là-dessus, c'est pas clair? Non? Alors, Alex, le Unique ID, on va en parler juste après. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé pour moi.
Et j'ai juste une question, c'est par rapport au yield que tu mets là Ouais, dans le test, ouais. Ben, pour tes tests. En fait, les valeurs là, elles sont juste là pour les tests. En fait, elles sont Là, c'est juste pour les tests. là, pour être sûr qu'elle vérifie en fait ton test d'appel, enfin ah, en fait que ton test est bon quoi en fait. C'est ça. En fait, l'idée, là, c'est juste Pour être sûr que que les données passées en paramètres sont les bonnes dans le bon ordre, etc. c'est ça. L'idée, c'est juste de lui dire, voilà, chaque fois que tu vas lancer les tests, étant donné que tu attends des valeurs, bah, je t'envoie des valeurs. Comme ça, directement, bah, il n'y a pas de souci. Le test, il se lance et moi, je suis pas embêté derrière. Ok, ouais, ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, tu peux rajouter en plus, tu peux tester plein de trucs, quoi. Là, Là, tu peux tester tout ce que tu veux. on teste que la forme, en fait, hein. On teste pas la validité, etc. Là, pour le moment, on teste pas la validité, puisque là, ça sera le validateur qui s'en occupera de notre côté. Mais là, pour le moment, c'est juste dire, bah, ok, voilà, mon user, il a des attendus, je lui envoie les valeurs, comme ça, bah, il se débrouille et je vois si ça fonctionne. Ok, ouais, non, c'était pour que ce soit clair. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. C'est juste ça, moi. Donc là, j'ai modifié mon constructeur. Donc si je relance mes tests, donc il passait tout à l'heure, hein, il passe toujours. Donc on voit que, par contre, cette fois-ci, étant donné qu'il a 4 jeux de valeurs, il me fait 4 tests, donc du coup 4 assertions, puisqu'il passe 4 fois, puisqu'à chaque fois c'est un tableau du coup qui est passé, donc qui boucle à chaque fois. Donc là, j'ai mon test pour l'implémentation. Maintenant, je vais juste tester rapidement mes interfaces, enfin mes getter setter. Donc static assert same. Donc user, hop. Donc ça serait get username, hop, de username. Et là, je suis un gros feignant, donc je vais copier-coller, hop, email, password. Donc là, ça serait get email. Comme ça, je vérifie bien que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Get password. Là, je vais générer mes 3 getters. Hop, directement. Donc comme ça, comme ces valeurs-là sont obligatoires, je vais forcément retourner ces 3 méthodes-là. Et dans l'interface, hop, public function get username. Donc là, je signe ma méthode. Public function get email. Public function get password. Hop, string. Donc là, normalement, je dois pouvoir générer. Non, c'est pas celui-là. Les PHP doc. Hop, et voilà, directement. Donc, comme ces méthodes-là vont forcément me renvoyer quelque chose, je les autorise pas à me renvoyer nul, puisque ça sera forcément les valeurs. Et donc là, hop, je peux faire un @inheritDoc, comme ça je sais que la documentation vient de l'interface, directement. Donc si je relance mon test, j'ai bien mes 3 méthodes à l'intérieur qui fonctionnent, et si je m'en sers comme ça, mes tests passent toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. OK. Donc là, j'ai mon entité qui est testée, je sais que ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on sait que notre utilisateur, il a aussi besoin d'une image de profil. Donc pour ça, on va créer un nouveau modèle, donc qui va être une nouvelle entité. Donc ici, je vais l'appeler média unit test, ce sera plus simple, puisqu'on peut avoir plusieurs médias qui peuvent être uploadés, plusieurs types de médias, pardon, qui peuvent être uploadés. Donc on va l'appeler final. On va faire un extend sur test case. S'il me le retrouve, merci. Hop, donc là, toujours pareil, je fais toujours mon test sur test it implement, puisque c'est toujours une classe. Hop, média est égal à new media. Donc là, je ne peux pas aller plus loin dans mon test parce que je n'ai pas mon entité. Donc, je crée mon entité. Hop, ici. Donc là, je peux la charger directement. Je fais ma première assertion. Donc là, ça sera hop là, media interface, de point classe sur media. Ici, je crée mon interface. Donc ça là-dessus, normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. Hop, donc là, je la charge, je l'importe et je l'implémente ici, donc Media Interface, directement. Je redump mon autoload. Alors là, c'est parce que j'ai la classe map, donc c'est pour ça que c'est pas pratique. Pendant ce temps, j'en profite, je regarde un petit peu du coup ce que ça va donner. Donc j'ai mon interface, il n'y a pas de souci. Ça, c'était tout bon. Et donc là, j'ai mon test, c'était tout bon. Mon autoload est dumpé. Si je lance mes tests, tous mes tests passent. Il n'y a pas de souci là-dessus, puisque mon média, j'ai bien vérifié du coup qu'il implémentait mon interface. Comme il implémente l'interface nativement, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. OK. Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui sont surpris déjà? Non? Pas plus que ça? Normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. Du moins pas plus que ça. Laurent, non, pas plus?
Bon, ok. Alors, Alex, ça fait pas trop riche. Alors, parce que pour le moment, il n'y a pas trop de logique à l'intérieur, ça va venir après. C'est pour ça. Là, l'idée pour le moment, c'est qu'on a juste le strict nécessaire. On va compléter après, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, dans l'idée, on sait que notre utilisateur, il a besoin d'une image quand je vais le créer. Donc, par défaut, je peux aller regarder déjà ma classe user. Dans mon constructeur, j'ai besoin d'une image de profil. Donc, pour ça, je peux lui passer media interface et je lui dis $media ici. Par défaut, je vais lui donner la valeur nulle. Pourquoi? Tout simplement parce que par défaut, l'image de profil n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut très bien ne pas avoir d'image de profil. Dans ce cas-là, on chargera une image de profil par défaut sur la vue. Là, on n'a pas besoin, c'est pas obligatoire. Donc, je rajoute un petit attribut. Donc là, ça serait profile image. Je vais l'appeler profile image. Je la passe à nul par défaut, parce que j'en ai pas besoin. Je lui dis que c'est media interface par défaut. Donc, ça peut être soit media interface, soit nul. Donc là, je vais appeler plutôt profile image. Ça sera plus parlant. Essayez au maximum d'avoir du code qui soit parlant. Ça, c'est hyper important. Et donc là, c'est this profile image est égal à profile image. Voilà. Donc comme ça, si jamais j'ai une image de profil, bah, je le fais, il n'y a pas de souci. Si par contre j'en ai pas, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là, on peut générer le getter dans le user interface. Toujours pareil, public function get profile image, qui par défaut renverra media interface ou nul. Donc ça là-dessus, je m'embête pas. Comme je sais que par défaut c'est une valeur qui peut être nulle, je lui mets point d'interrogation, puisque c'est pas une valeur obligatoire. Et comme ça, automatiquement, je sais que c'est soit media interface, soit nul. Donc dans user, là on le voit, puisque j'ai une erreur, mon getter n'est pas implémenté. Je peux lui mettre cette partie-là et je ferai return this profile image. Hop, je génère un doc, et voilà. OK. Est-ce que déjà là-dessus, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? J'en profite. Alors, pourquoi il y a plein de dollars dans le code? Ben, on est dans PHP. C'est pour ça. Donc, logiquement, ça ne devrait pas vous surprendre si vous avez déjà créé les entités et que vous en avez déjà traité avec Symfony. Là-dessus, c'est du simple code PHP. Et on ne parle même pas encore de Symfony, puisque là, on n'a rien qui est lié à Symfony pour le moment. OK. Maël, c'est clair? Alexandre aussi? Ouais. Guillaume, c'est pas pourquoi il y a plein de dollars, c'est pourtant il y a plein de dollars. Ah oui, et pourtant il y a plein de dollars. Oui, j'ai eu pourquoi. Ouais, c'est un modèle riche, ouais, mais c'est parce qu'on est très très riche en PHP, c'est pour ça. On met des dollars partout. J'avais lu pourquoi. La prochaine fois, il faudra que je nettoie les vidéos. Donc, dans l'idée, là, on a notre utilisateur qui attend maintenant donc une image de profil. Par contre, si je lance mon test, bah, je vois toujours que lui, il peut passer. C'est-à-dire que là, si je fais un make PHP unit, logiquement, bah, mon test, il passe toujours. Alors, déjà, tout simplement, pourquoi? Bah, en priorité, parce que mon utilisateur, je lui ai dit que mon image de profil, elle pouvait être nulle. Donc, par défaut, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, il faudrait que je teste le cas maintenant où j'ai une image de profil. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin et créer un nouveau test. Donc, public function, test it profile image creation. Je suis pas hyper inspiré sur mon test. Donc, je vais toujours lui passer mon data provider. Comme ça, je suis pas embêté. Je lui passe toujours user est égal à new user. Donc, je lui passe username, email, password. Et là, je vais lui passer en plus profile image. Alors là, elle n'existe pas. Et vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il passe comme ça? Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais utiliser un mock. Parce que j'ai pas besoin plus que ça de le définir dans un data provider. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc, un mock, qui ne sait pas déjà ce que c'est? Alors, Guillaume ne sait pas. Les autres, vous savez? C'est bon. Ok, donc... Un quoi? Un mock? Oui, un mock. Alors, un mock que tu écris comme ça. Ça. Et du coup, c'est bien Xavier, je l'ai reconnu. Un mock. Ah, c'est pas genre un faux truc? C'est ça. Alors, si on vulgarise l'idée, c'est une copie de ton objet qui ne fait rien. Il n'y a pas de comportement, il renvoie rien, il fait rien, il attend rien. Enfin, en gros, c'est un objet passif qui est là uniquement pour ton test. C'est ça.
En haut, si tu le schématises comme ça en le vulgarisant. L'idée, en fait, c'est qu'ici, comme on sait qu'on a une image de profil, mais qu'elle n'est pas toujours obligatoire, au lieu de lui passer une véritable image de profil, on va moquer l'interface dont on a besoin, on lui passe, comme ça on saura si ça fonctionne. OK? Donc pour ça, normalement, pour ceux qui ont déjà fait des mocks, ce ne sera pas très compliqué. Pour les autres, ça fera une piqûre de rappel s'il y a besoin. Donc profile image est égal à this create mock, donc on a directement la méthode. Et ici, je lui passe media interface, puisque je sais que c'est media interface qui doit être envoyé. Il me charge bien la classe, il n'y a pas de souci. Donc profile image. Et ici, je vais juste faire un petit test sur static assert instance of media interface. Et je lui dis sur user, je savais qu'il allait me la faire, get profile image. Donc comme ça, je vérifie que le mock que j'ai créé ici, donc que l'image potentiellement qui a été créée, se situe bien dans le get profile image. Comme ça, je sais que je ne serai pas embêté et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je rajoute ma documentation, je rajoute mon data provider, et comme ça, mes tests pourront se lancer. Donc si là, je relance mes tests, logiquement, mes tests fonctionnent. Il n'y a pas de souci. J'ai bien 9 tests, 21 assertions, tout fonctionne, et j'ai bien vérifié que le média que je passais ici en image de profil se retrouvait bien dans le get profile image. Voilà. Donc que c'était bien la bonne instance, que c'était pas nul qui était renvoyé, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Si ça avait été nul, on peut le tester ici, static assert nul, et on lui fait user get profile image. Comme ça, on teste ici que l'image de profil est par défaut nulle, et si je relance mes tests, ça passe toujours. Il n'y a pas de souci. OK. Donc comme ça, je sais que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mon user, il a bien une image de profil. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais par contre, au moment où je passe l'image de profil, ben, je teste bien que je peux la récupérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. OK? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont surpris? Sans le voir. Non? Pas plus que ça? OK. Nickel. Donc ça, c'était bon. Donc, on a nos entités. Donc ça, on a nos premiers utilisateurs, le username, l'email, le password et l'image de profil. L'image de profil, ben, maintenant, il va falloir qu'on lui dise le type et il va falloir qu'on lui donne un nom. Donc par défaut, pour ça, on va utiliser donc private type, donc par défaut qui sera une chaîne de caractères. Donc ça sera le type, savoir si c'est une image ou si c'est une vidéo ou peu importe. Hein. On utilisera la même entité pour tout. On va lui passer aussi private, donc name. Donc par défaut, comme on ne saura pas si c'est une image ou une vidéo, bon, on va pas lui dire file name, ce sera plutôt name. Et donc ici, on va pouvoir construire notre constructeur directement. Donc on lui passe comme ça. On respecte les PSR, ça c'est important. Hop, ici, hop, ici. Voilà. Donc comme ça, on sait qu'on a besoin d'un type et d'un nom. Donc comme ça, dans notre test, ben là, on voit du coup de suite qu'il y a une erreur. Donc on va pouvoir créer un nouveau provider. Ça ne devrait pas vous surprendre. Provide, donc information, par exemple, je vais l'appeler comme ça. Je vais faire un yield, je lui donne un tableau, s'il a bien envie. Donc là, par défaut, je vais l'appeler picture. Et je vais lui donner, par exemple, toto.jpeg. Et je répète ça 2-3 fois. Comme ça, je sais qu'ici, ça pourrait être une vidéo, par exemple. Et ici, ça pourrait être un fichier. Donc là, ça serait, par exemple, je sais pas, issues1.mp4, par exemple. Et un fichier, ça serait, par exemple, test.pdf, par exemple. Donc, ici, je lui passe mes valeurs. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de différence. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Hop. On lui passe le data provider, provide informations, on lui passe $type et on lui passe $name. Comme ça, on s'assure que c'est bien bon et que là-dessus, il n'y a pas de différence. Informations. Pourquoi il ne veut pas? D'accord. Le nom ne lui plaît pas. OK. Donc, je modifie mes assertions. Donc, static assert same, je crois que c'est d'abord la méthode. Ouais. Donc, c'est media get. Donc, on va avoir get type de type. Et on va avoir static assert same de media get name sur name. Donc comme ça, on va tester nos getters, il n'y a pas de différence là-dessus. On va les générer. Donc on va commencer par l'interface. Donc public function get type. Donc par défaut, c'est obligatoire, donc on sait qu'on l'aura obligatoirement. Get name. Hop, je génère string et je génère mes docblocks. Ici, hop. Donc ça, hyper important, prenez toujours l'habitude de le générer. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vais faire la même. Je vais finir par me faire fouetter par Laurent. Donc j'ai mes getters, ça là-dessus ça ne change pas. Et donc ici, je peux implémenter donc mes getters. Donc là, je vais aller plus vite, je vous génère comme ça c'est plus simple.
ici, hop, et je génère ma documentation. Voilà. Comme ça, je sais que mes médias, ben, par défaut, ils attendent un type et un nom. Il n'y a pas de relation entre mes utilisateurs, puisque c'est l'utilisateur qui saura s'il a une image de profil, parce que j'irai très peu souvent chercher une image de profil, enfin, chercher l'utilisateur en fonction de l'image de profil. Ça, on verra tout à l'heure quand on sera sur Doctrine, mais là, pour le moment, on n'en a pas besoin. OK? Donc, si je regarde mes tests, donc là, j'ai bien mes tests qui fonctionnent, il n'y a pas de souci, normalement, ça devrait passer. Mes utilisateurs, pour moi, ça devrait passer. Donc, je relance mes tests, et mes tests passent toujours. Il n'y a pas de souci. OK? Est-ce que là-dessus, il y a des questions? Alors. Donc, Guillaume, alors, tu n'avais pas vu les tests jusqu'à maintenant? Non? OK. Et puis mettre le nez dedans tout seul, ça fait un peu, tu sais, arriver dans la jungle, on te demande de déboiser complètement, puis t'arrives dans le canif, quoi. Donc c'était un peu violent, mais franchement, c'est présenté comme ça, c'est bien parce que on démarre sur des trucs simples. Enfin, je m'entends quand je dis simple, c'est pas forcément simple, mais c'est très abordable. Donc du coup, ouais, c'est la logique. C'est ce que je disais, c'est vraiment logique, c'est-à-dire que tu fais un truc, tu vas le créer, tu fais ton test, c'est voilà. C'est vraiment décomposé, du coup, c'est pas mal. L'idée, c'est ça, en fait. Alors là, on le fait en plus, on fait les tests avant de faire le code, ce qui permet du coup de t'assurer que ça remplit bien. Mais l'idée, c'est ça. C'est au plus tu fais tes tests, au plus ton code, tu t'assures qu'il fonctionne, et comme ça, il n'y a pas de souci derrière. Tu sais que il n'y a pas de problème. Alors, Alex, quel est l'intérêt d'avoir une table séparée pour les images? Alors, l'idée, c'est que tes images, potentiellement, ton utilisateur, il va avoir une image de profil. Donc, il va falloir qu'on conserve quelque part cet identifiant, l'extension, et ainsi de suite. L'idée d'avoir une table à part, c'est que là, on n'upload que des images de profil. Mais imaginons que plus loin dans l'application, on upload des PDF, on upload des fichiers vidéo, enfin, peu importe. Il faut qu'on conserve une trace de ces fichiers-là. Et le plus simple, c'est la table en BDD, en fait. Et l'avantage, c'est qu'en plus, on va pouvoir traiter les relations. Donc, par exemple, comme j'en parlais, un utilisateur qui a une image de profil, ou par exemple, un cours qui aurait une vidéo, ou plusieurs vidéos, on va pouvoir le traiter de manière plus souple. Donc, ce sera plus simple, du coup, à maintenir. OK? Ça répond à ta question? En fait, tu crées cette table média, mais dedans, tu vas pas mettre que des images de profil. Il n'y aura pas que des images de profil, il y aura tout type de médias. D'accord. C'est ça. Alors là, média, alors média pour les fichiers PDF, c'est pas forcément parlant. Mais dans l'idée, c'est ça, on peut y stocker ce qu'on veut en fait. Tant que c'est quelque chose, un fichier, une ressource, on le stocke à l'intérieur. Comme ça, on a un suivi. OK. Et tu rajouterais pas un attribut URL, par exemple, pour média? Si on est sur une vidéo, oui, ça pourrait servir. Ouais, et même pour une image qui serait stockée sur l'hébergement, tu peux on pourrait le rajouter. Là, techniquement, si j'ai besoin de le rajouter, ça prend 3 lignes. Hein. Je vais dans Je mets, donc ça serait, je sais pas, par exemple, public function get public URL, par exemple, je renvoie string. Tiens, on va le faire comme ça, Laurent, il sera content. Get public URL, donc là, on ferait return this. Hop. Alors là, j'écris le code avant de faire le test, mais bon, dans l'idée, c'est le même process. Hein. De toute façon, il n'y a pas de. Hop, j'inhérite de ma documentation. Ici, donc, je vais faire private public. Comment j'avais nommé ça? Public URL. Varstring. Et donc là, par défaut, public URL. Alors, public URL, il serait pas forcément obligatoire. On va le rendre obligatoire, ça sera plus simple. Public URL ici, et donc ça ferait 10 public URL est égal à public URL. Voilà, je mets à jour ma documentation, ça change pas. Je vérifie mes tests parce que du coup, ça va péter des erreurs. Donc ici, ça serait ici, ici. Je vais rajouter par exemple slash public, slash média, slash ça serait toto.jpeg, mais là, ça serait issu 1.mp4. MP4, et là, ça serait test, hop, tac, PDF. OK. Donc là, ça serait comme ça. Ici, je peux lui passer string public. T'as mis PEF au lieu de PDF. Ah oui, j'ai mis PEF. Oh là là. Bien vu. Très, très bien vu, Laurent. Je suis au taquet ce matin. Ouais, je vois ça. Presque plus qu'en session. C'est vrai en plus. Mais c'est le matin, il fait frais, là, plus bien. Là, t'es en forme. C'est lundi, sur nous. C'est le début de semaine, ça va, il est encore frais. Donc là, je fais toujours mon statique assert same, donc sur media get public URL, et je lui passe public URL. Comme ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et si je lance mes tests,
il passe toujours. Moi. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc j'ai rajouté quelque chose, mais mes tests passent toujours, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça remplit bien du coup ce qu'on attend. OK? Il y a encore une petite question, Guillaume. Ouais. Tu sais, au début, quand on avait abordé les tests, tu disais que la première fois qu'on lance les tests, normalement, il faut que ça faille, et puis après que ça passe. C'est ça. Alors, l'idée, en fait, c'est la première fois que vous lancez vos tests, donc typiquement, quand tu vas le lancer à ce niveau-là, ça va fail. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure. Alors, c'était dans les premiers tests, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas bien montré. Mais tu vois, ici, mon test, il est pas en échec, mais il fonctionne pas. C'est-à-dire que là, c'était le premier test que j'avais lancé quand j'étais sur user. Comme j'avais pas d'assertion, tu vois, il me pétait bien une erreur. Donc, ton test, par défaut, il doit toujours péter une erreur la première fois. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Par exemple, sur user, si je lui dis test profile image creation, donc ça serait par exemple public function test user validation, par exemple, je lui passe cette méthode-là. Je vais le montrer comme ça sera plus simple. Donc là, je lance mon test. Je lance user est égal à new user. Alors, je suis un gros feignant, je vais le copier là. Si je lance mon test comme ça, alors là, il n'y a pas de profile image par défaut. Si je lance mon test comme ça et que je dis par exemple static assert assert true par exemple de user is valide par exemple, là j'ai écrit mon test. La première fois que je vais le lancer, il va péter une erreur. Parce que déjà, use validation, j'en ai pas. Et ici en plus, j'avais pas envoyé les data providers. Donc ça peut pas aider. Provide credentials, voilà, donc au moins il aura les valeurs. Là, par contre, si je lance mon test, il va péter une erreur, parce que tu vois, il dit is valide, elle n'existe pas. Et tant que j'aurai pas cette méthode-là, le test va être en erreur. Donc l'idée, c'est, vos tests, en effet, doivent toujours planter la première fois que vous les lancez. L'idée, c'est ça, en fait, c'est, il plante, et j'écris le code pour qu'il passe. Là, par défaut, comme le code, on l'a écrit plus vite que ce qu'on a écrit le test, il passe à chaque fois. Mais dans l'idée, il doit être en erreur au moins une première fois. Donc c'est tout à fait ça. Ouais, parce qu'en fait, là, dans le code, on a anticipé l'erreur dans la mesure On a anticipé l'erreur. On savait, bon, à part le tout premier, mais après les autres, on savait très bien que la suite, on allait avoir l'erreur. Donc, on l'a juste. C'est ça. On a juste, en fait, évité le problème. Là, c'est vraiment dans l'idée d'aller plus vite pour que le test passe mieux. Mais effectivement, il faut que tu crées ta classe. Quand tu vas créer ta classe, le test ne fonctionnera pas parce qu'il ne saura pas quelle classe tu as. Tu vas tester un getter, tu l'auras pas encore parce que tu n'es pas censé l'avoir écrit, donc il passera. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, l'idée, c'est qu'on a juste contourné le problème pour que ça aille plus vite. Mais sinon, oui, à chaque fois que tu lances quelque chose, il faut que ça plante. C'est une question, Guillaume. Je vois que dans tes deux tests, tu mets à chaque fois un new user. Est-ce qu'on peut utiliser le data provider sur un setup, par exemple? Alors, sur un setup, je suis pas sûr. On va le regarder. Regarde. Protected function setup. Est-ce que setup? Ah ouais, mais setup non, parce que tu vas la réécrire, donc il va pas vouloir. Ah, c'est ça. Une nouvelle entité. Ouais, il va pas vouloir. Je suis pas sûr qu'il veuille. Ok, bon, c'est bon. Parce qu'il va falloir réécrire la méthode. Après, tu pourrais tout à fait le faire. Tu pourrais avoir une public function, je sais pas, create user qui est appelée à chaque fois. Par exemple, private function. On va la mettre en private create user. Tu lui passes ça ici, tac, ici. Donc tu ferais 10 user est égal à new user. Ouais, et après tu rappelles. Voilà, username, email, password. Alors le problème c'est que si tu fais ça, du coup, quand tu vas avoir besoin de lui passer une image de profil, là tu peux pas. Oui. Donc c'est pour ça que là, moi je le fais dans mes tests, mais tu peux tout à fait avoir un trait qui crée un utilisateur ou pas en fonction, ça pose pas de souci. Ok. Voilà, c'est tout à fait faisable. Donc là, on a nos tests pour nos deux entités. Donc on a media et user qui sont testés. On a les getters, on n'a pas de setter puisque c'est un modèle riche du coup directement. On a dans le constructeur les attributs. Donc là, nos entités sont en place. Déjà là, on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, notre logique, il n'y a aucun souci, c'est en place. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'occupe de créer ce qui va venir derrière. Donc pour ça, là, on a nos entités, mais nous, l'idée, c'est qu'on va soumettre des données par les formulaires. Donc, par les formulaires, déjà, il faut qu'on installe, du coup, les formulaires. Donc, on va faire make require package et on va l'appeler form. Je crois que par défaut, il se débrouille pour aller le chercher. On va vérifier. Donc, logiquement, il doit y arriver puisqu'il va pas péter d'erreur. Il va préfetch, du coup, tous les composants.
Voilà. Donc, on a l'inflector, le property access, l'option resolver, ça sera pas plaisir à Laurent, le formulaire et l'INTL, du coup, ça c'est pour la traduction et l'internationalisation. Donc, il va nous installer les composants. Logiquement, il n'y a rien de particulier puisqu'il n'y a pas de config à installer. Donc là, par défaut, on n'est pas embêté. On avait bien le fichier. Donc là, tu vois, par défaut, maintenant, Laurent, et je pense notamment à Maël aussi, Xavier, parce que vous êtes sur Symfony 4, c'est réglé automatiquement, c'est installé par défaut. Donc ça, c'est les erreurs que vous avez des fois quand vous lancez vos tests. On vous dit telle annotation n'est plus disponible dans Symfony, ben, c'est ça qu'il faut rajouter. Ok. Voilà. Là, c'est ajouté nativement, du coup, donc autant s'en servir. Donc là, par défaut, on a nos formulaires du coup qui peuvent être utilisés. On a nos entités qui sont testées. Ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ben, on va pouvoir créer nos formulaires. Donc, on va se mettre dans test. On va créer un sous-dossier UI/form directement. Ici. Et là, on va créer par exemple un user registration type unit test. Donc comme ça, on sait que c'est un test unitaire du formulaire de registration. Donc on le passe en finale, on fait un extend sur ces type test case de Symfony directement. Donc comme ça, hop, hop, tac, ici. Et donc là, on va pouvoir lui dire public function test. Alors là, ça sera pas très compliqué. Le premier test, on va juste vérifier que le formulaire existe. Donc type est égal à new registration type. Il n'a pas de dépendance, donc ça va aller vite. On crée notre dossier, donc dossier form. Hop. On crée notre sous-classe, donc user registration type directement. Donc là, du coup, autant en profiter. Je vais dumper l'autoload et comme ça, on va voir le test qui pète une erreur. Donc là, on va dumper l'autoload. Donc là, j'ai mon test du coup qui va se lancer. Ma classe, je vais juste la mettre en finale, comme ça, ce sera propre directement puisque je ne vais pas l'hériter. Hop, on va générer la licence. Ici, hop, et on génère la documentation. Hop. Yop là. Nickel. Donc là, j'ai ma classe, et si je relance mes tests, alors là, ouais, c'est facile parce que du coup, ils vont tous passer. Si je le lance sans dossier, là, on voit que class user registration type, du coup, elle n'est pas trouvée. Donc la classe n'a pas été chargée. Donc là, j'ai bien une erreur dans mon test. Je reprends mon test, je charge ma classe, et là, maintenant, le test n'est plus en erreur. Il nous dit qu'il n'y a pas de test, puisqu'il n'y a pas d'assertion ni quoi que ce soit, mais déjà, le test n'est plus en erreur. Donc on n'aura plus ce souci déjà de dire le test est en erreur. Donc, maintenant qu'on a notre test, on va juste lui dire, je fais juste une assertion sur static assert instance of, c'est abstract type, donc de Symfony, classe, on va lui chercher type, et nous, on va lui rajouter une interface, donc ça serait user registration type interface, on aura sûrement des besoins particuliers à lui donner. Donc là, par défaut, si je relance mon test, le premier passe, par contre le deuxième, c'est une erreur, donc là c'est normal puisque j'ai pas hérité de ma classe, donc ça peut pas fonctionner. Donc je me mets dans mon type, je fais un extend sur abstract type, ici. Si je relance mon test, c'est pas celui-là, là le premier passe, par contre le deuxième, pas une erreur, parce que l'interface n'a pas été créée. Donc dans mon dossier form, je peux créer un sous-dossier qui s'appellerait interface. Ici, je vais lui créer user registration type interface. Et j'ai créé la classe alors que c'est une interface. Interface, ici. Et si ici, je charge ma classe, donc mon interface va se charger, il n'y a pas de souci. Par contre, il va me péter une erreur parce qu'il me dit, oui, la classe ne peut pas exister, donc ça peut pas fonctionner. Je redump mon autoload. Alors ça, vous n'êtes pas obligé. Là, c'est parce que je suis sur un usage un peu particulier. Je vais implémenter mon user registration type. Donc, je sais que mon interface, du coup, fonctionne. Alors, elle n'était pas au bon endroit. C'est pour ça que ça pétait des erreurs. Hop. Donc là, app anti/, donc je rajoute interface. Hop. User registration type interface. Et c'était ici. Donc là, ça serait interface. Comme ça. Directement. Donc comme ça, là, mon test, logiquement, hop, il devrait passer. Donc je redump mon autoload parce que j'ai bougé la classe dans un nouveau dossier, je relance mes tests, et là, mes tests passent.
Voilà. Donc là, on a bien le process, du coup, comme tu demandais, Alexandre. Donc, nos tests plantent au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on rajoute quelque chose, pour finir, ils passent. Voilà. Donc, toujours les faire planter en priorité. OK? Alors, Xavier, donc on parle du coup de l'issue 1, donc qui est la création d'un utilisateur directement dans l'application. Alors, abstract, je n'utilise jamais abstract. Alors, abstract, là, c'est juste pour le formulaire. Logiquement, abstract type, c'est obligatoire si tu veux créer ton formulaire. Ici, tu es obligé de l'hériter. Tu peux implémenter form interface. Alors, statique, en fait, c'est juste parce que par défaut, si tu regardes dans tes tests, si on va ici, tu vois, static instance of, tu vois, par défaut, la méthode, elle est public statique. Donc, tu peux faire un 10 flèche à certain instance of, mais il y a un petit gain de performance, c'est minuscule. Il vaut mieux faire un statique 2.2. Bon, sachant que ça peut péter des erreurs côté certaines versions de PHP d'utiliser 10 sur une méthode statique. Donc, autant utiliser directement le statique 2.2. OK? C'est juste une question d'usage. Bon. Pour les autres, il y a des questions? Des points pas clairs? Logiquement, ça ne devrait pas vous surprendre. OK, donc on a notre test, donc il n'y a pas de souci, là on a un premier test, donc maintenant on va pouvoir tester qu'on fait une soumission de données. Donc test it accept data directement. Donc ici, on va utiliser un provider, donc public function provide, on va l'appeler credentials, on va envoyer des identifiants. Donc on va faire un yield, on génère un tableau, donc là j'utilise la syntaxe longue, mais vous pouvez utiliser la syntaxe courte, ça pose pas de souci. On va lui passer donc par défaut une première valeur donc qui est le username, l'email et le mot de passe. Donc là, par contre, on va avoir des contraintes, donc ça on va le voir après. Donc le return generator, ici on lui passe username, hop. Ici on lui passe email et string on lui passe password. Donc ici, je vais créer mon formulaire en utilisant le raccourci, donc thisFactory, qui est l'équivalent du formFactory. On lui passe user registration type directement, et là j'ai mon formulaire. Donc mon formulaire, maintenant, je peux lui faire type submit, je lui passe un tableau. Moi, à l'intérieur de mon formulaire, on a dit que j'allais avoir besoin de mon username, de mon email et de mon mot de passe. Donc ici, on lui passe un tableau associatif, puisque toute valeur qui est passée en request est un tableau associatif. Donc je lui passe username, qui est équivalent à username. Je lui passe email, qui est équivalent à email. Et je lui passe password, qui est équivalent à password. Bon. Pour le moment, j'ai pas besoin de plus, puisqu'il y a certains champs qui ne seront pas obligatoires, notamment l'image de profil. Si par contre j'avais un champ avec une image obligatoire, ben, je lui soumettrai le formulaire, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que le formulaire a été soumis, je peux lui faire un static assert true de type isValid. Donc, c'est d'abord isSubmit, et ensuite c'est static assert true sur type isValid. Voilà. Comme ça, je m'assure qu'une fois que j'ai soumis mes valeurs, mon formulaire fonctionne bien. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour le moment. Il n'a pas besoin de plus. Donc, j'utilise mon data provider, je lui donne mes identifiants. Et donc, ici, on va utiliser plusieurs séries de tests, hein, ça va être plus propre. Hop, TU. Ici et ici, on va faire Titi. Ici, on va faire Tata. Hop. Voilà. Donc là, si je lance mon test, logiquement, je devrais avoir des erreurs. Donc là, il passe, puisque par défaut, il va lui soumettre les valeurs. Par contre, j'ai pas de champ dans mon formulaire. Donc là, ça peut pas fonctionner. Si par contre, je faisais quelque chose comme ça, donc static assert same, par exemple, de username sur type getData, par exemple. Donc ça serait getData entre crochets de username. Donc si je lui disais je veux aller vérifier la clé username dans les données de mon formulaire, logiquement je dois avoir une erreur. Si j'en ai pas, c'est bizarre. Voilà. Donc là on voit bien qu'il y a un index qui n'existe pas. Donc le tableau de données qui m'est renvoyé par le formulaire ne fonctionne pas. Donc là du coup, c'est ce qu'on va créer directement. Donc là on peut multiplier le champ du coup. Donc là ça serait email et là ça serait password. Hop. Donc là ça serait email et ici hop, password directement. OK. Donc, dans mon formulaire, déjà, qui n'a pas encore créé de formulaire avec Symfony? Logiquement, tout le monde.
Un peu moins convaincu. Xavier, t'as pas encore créé de formulaire? Si, normalement, si. Non, j'ai déjà créé formulaire, j'ai déjà créé. Non, il y a pas de souci. Je me suis même amusé dans les vues de voir tous j'ai Ouais. modifié mes labels et tout. Ah ouais, je me suis bien amusé avec les formes. Mais ouais, non, ça, il n'y a pas de souci. Bon, alors, Xavier, je note la blague, du coup. J'ai eu peur. Là, tu m'as fait peur, par contre. Donc, pour créer votre formulaire, toujours pareil, public function build form, vous avez l'habitude. On utilise le builder, donc qui est le form builder interface. On va ajouter les champs. Donc, nous, on aura besoin de username, donc qui sera un text type. Il n'y a pas de username type par défaut. On lui add aussi donc email, donc qui sera un email type. Ici, on lui add donc password, qui sera un password type. Ici. Pas répétite? Non, on va pas faire un repeated type, parce que le problème du repeated type, c'est que tu vas forcer ton utilisateur à répéter 2 fois son mot de passe. On sous-entend qu'il est quand même pas trop à côté de la plaque quand il remplit son mot de passe. Donc on va lui faire confiance, il va le remplir qu'une fois. D'accord. Voilà. Après, vous pouvez le mettre plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Alors Alex, qu'est-ce qu'on s'amuse avec Symfony? C'est ironique. Alors c'est pas forcément de le créer comme ça, on va le voir après de toute façon dans le formulaire. Ça là-dessus, j'ai pas dit que ça allait être fun. Donc, on a nos username, notre email, notre mot de passe. Donc ça, logiquement, ça change pas. On va juste générer la doc. Donc ça, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, ça là-dessus, c'est documenté, c'est généré, on n'en parle plus. Donc là, on a nos champs. Donc logiquement, si on lance nos tests, alors je suis pas sûr à 100% que ça passe, mais là, ça fonctionne bien. Parce que le get data, du coup, il a bien le tableau de données qu'on lui envoie. Et donc, du coup, il est bien capable de nous dire, voilà, par défaut, c'est un tableau qui nous est renvoyé. Le problème, vous le savez, c'est que nous, on n'utilise pas des tableaux dans notre formulaire Symfony, on va utiliser des DTO, donc qui vont nous permettre de transférer des données du formulaire vers nos entités. Donc pour ça, dans domain, on va faire un sous-dossier DTO par exemple, on va créer un nouveau dossier, une nouvelle classe, pardon. On va le faire d'abord dans le test, ça va aller vite là-dessus, DTO, domain. Ici, on lui fait donc user registration DTO, l'unit test, puisque sinon ça ne fonctionnera pas. On lui charge du coup en finale, on lui dit extend sur test case, comme ça c'est tout bon. On fera les tests directement, donc test it implements, ça vous avez l'habitude. Donc DTO est égal à new user registration DTO, ici. Donc je vais créer ma classe, toujours pareil, vous avez l'habitude, user registration DTO, je crée ma classe. Là, celui-là, je peux la passer en finale, puisque j'ai pas de passage particulier. Je peux créer ma classe directement. Je vais faire juste mon insertion pour avoir l'interface. Donc user registration DTO interface, puisque là on va signer du coup le constructeur. On lui donne un sous-dossier interface, hop, ici. Merci PHP Storm. User registration DTO interface. Donc, je crée mon interface, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ici, je l'importe, et dans mon DTO, du coup, je l'implémente. Voilà. Donc là, j'ai mon DTO, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Là, moi, j'avais juste besoin du DTO, donc on ne va pas le tester directement, on va le mettre directement dans notre formulaire. On n'a pas besoin de le lancer directement. Donc, je vais appeler configure option. J'appelle mon resolver. Je fais un set default. Donc, cette fois-ci, je lui passe un tableau, puisque par défaut, je vais avoir besoin de plusieurs valeurs. Donc, en empty data, je vais lui dire que c'est de type user registration DTO interface. Et, non, c'est l'inverse. Celui-là, c'est data class. Et ici, empty data. Je lui dis que c'est une fonction anonyme, que je lui passerai form interface. Ça, c'est Symfony. Ici, hop. Tac. Ici, je le crée ici, et je vais instancier du coup mon DTO, user registration DTO, comme ceci, et je lui passe form get, donc par défaut, c'est username, get data. Comme ça, à chaque fois, je vais lui passer les valeurs. 1, 2, hop, email, et ici, password. OK.
User registration, oui, c'est parce que j'ai pas les signatures. Donc dans mon DTO, je crée juste mes attributs. Donc private username, public email et public password. Moi, je pourrais aussi lui passer public profile image, puisque du coup, par défaut, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc je vais pouvoir lui passer. Donc ici, ici et ici, c'est une chaîne de caractères, et ici, ce serait SPL file info, puisque c'est ce que Symfony va nous renvoyer depuis le formulaire. Donc ici, je peux juste créer mon constructeur. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà surpris là par ce qu'on a fait? J'en profite. Ma question, puisqu'on est dans l'option resolver. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le type? Ouais. Alors, je vais mettre juste ça. Hop. Hop là. Alors, ton type, donc, il est ici. Comment ton configure options, il intervient dans ton build form? Puisque ouais, le configure options, en fait, il est appelé par le form factory, et notamment par le form builder. En fait, il va configurer toutes les options de ton formulaire avant même de le créer. D'accord, donc c'est déjà prévu par form builder déjà à la base. C'est prévu automatiquement par le composant, c'est lui qui appelle en fait, et il fait une résolution dynamique des paramètres, donc il dit voilà, est-ce que j'ai data class, est-ce que j'ai empty data, ainsi de suite, ça c'est l'option resolver qui fait, et il dit voilà, pour chaque classe, du coup, tu surcharges la valeur. Ah, c'est ça que je comprenais pas, parce qu'en fait, quand je fais c'est carrément autre chose, mais avec mes request handlers là, justement, moi, il sait pas, donc je suis obligé de lui dire. Configure option dans la méthode du dessus, quoi. Là, par défaut, il se débrouillera. Voilà, ok. Là, il est capable de le faire. Voilà, ok, là c'est bon. Ça me je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui interagit avec. Et ouais, en fait, si c'est le build interface, là, c'est vrai. C'est juste ça. Voilà. Ok, merci. Alors, Guillaume, c'est pour ça que je crée mes formes en front et que le back, je gère avec une API. Oui, ça fonctionne aussi. Avec un formulaire en front, tu le traites en JS et tu l'envoies du coup sur ton API. Ça fonctionne très très bien. Alors là, on le traite pas pour simplifier, mais on pourrait le traiter. Non, mais c'est pas ça. C'est en dessous, je rigolais parce qu'en fait, j'ai crash entre temps, mais je rigolais parce qu'on me dit attention au fouet. Et j'allais répondre ouais, non, mais regarde côté Jamstack, tu vas comprendre l'idée. Là, pour le moment, voilà, il y aura pas. Non, mais Alex, en plus, c'est un habitué des coups de fouet. Il est habitué à force. Ouais, non, mais ça, je sais très bien. Si tu bosses uniquement sur Symfony avec une intégration Twig, ouais, c'est logique que tu travailles tout en back et puis que tu fasses qu'un rendu. Voilà. Mais après, tu peux tout à fait le traiter avec une API. C'est pour ça. Il n'y a pas ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, entre-temps, donc, je vous ai créé le DTO interface, donc qui dit SPL file info. Donc maintenant, pour les valeurs nulles par défaut sur PHP 7.2, vous pouvez rajouter le point d'interrogation au lieu d'avoir égal nul. Hein. Voilà, ça peut fonctionner. Moi, par défaut, je suis pas un gros fan de cette syntaxe. Donc, je vais mettre nul par défaut, comme ça. Parce qu'en plus, c'est SPL file info ou nul. Et non pas nul ou SPL file info. Et donc mon DTO, là du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué comme un abruti, hop, est égal à nul, comme ça sera facilement portable sur les anciennes versions de PHP. Je fais mon implémentation du coup de la documentation, comme ça je ne suis pas embêté là-dessus, mon DTO il est en place, et par contre dans mon formulaire, j'ai pas encore le file type. Donc je vais lui rajouter add, donc ça va être profile picture, et je lui dis que c'est file type, donc c'est celui-là, classe. Et par défaut, je vais lui passer un tableau, puisque je vais dire qu'il n'est pas requis, donc il pourra être nul par défaut, comme ça il nous renverra une valeur nulle, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, normalement, ça ne devrait pas vous surprendre plus que ça. Je fais $form get profile picture. Hop, c'est peut-être pas celui-là, get data. Voilà. Donc comme ça, mon DTO, je sais qu'il va récupérer mes valeurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, maintenant, je vais dumper ma classe, voilà, mon autoload. Là, je vais avoir un petit souci. Parce que du coup, quand je vais lancer... oui, je me doute, merci. Donc là, je vais juste lui mettre par contre les datas, parce que sinon, il va péter toutes mes erreurs. Non, merci. Yield array, donc là, je lui passerai toto@gmail.com et toto. Donc, return credentials. Là, je vais lui donner donc string username, string email et string password.
hop, data, je lui provide les credentials. Et donc là, je vais lui passer username, email, password, et c'est tout, puisque l'image par défaut, elle est optionnelle. Ça là-dessus, il n'y a pas d'obligation. Hop. Comme ça. Donc là, par contre, quand je vais lancer mon test sur le formulaire, il risque de me péter une erreur, parce que maintenant, getData, c'est plus un tableau. Donc si je le lance, on va regarder, voilà. Donc ici, il me dit bien, là, j'ai des erreurs, parce que par défaut, dans mon DTO, ça n'existe pas. Donc profile image, en plus, elle ne doit pas être disponible, je n'ai pas dû la mettre profile ici. Alors ça, je vais l'enlever, du coup, licence. Alors, donc là, il me dit, la propriété profile picture n'existe pas dans mon DTO, donc j'ai dû mettre autre chose, j'ai dû mettre profile image, voilà, je m'en doutais, il fallait que je la fasse, celle-là. Donc là, ça serait profile picture, ici, donc là, faites attention, puisque du coup, il fera la différence. Là, si je relance mon test, je devrais plus avoir l'erreur. Par contre, il me dit, bah voilà, là maintenant, j'ai plus un tableau, j'ai un DTO. Donc, je peux pas passer dessus comme étant dans un tableau. Donc, pour ça, je peux modifier mon test. Et donc, ici, ça serait plus ça serait flèche username. Donc là, puisque j'accède aux attributs directement. Password. Je peux aussi vérifier, vu qu'on y est, assert instance of user registration DTO interface sur form, non, c'est type getData. Donc je vérifie que c'est bien un DTO qui m'est renvoyé. Et ici, je vérifie bien assert nul que mon type, quand je fais getData profile image, est nul. Donc comme ça, je m'assure que là, comme j'ai pas soumis d'image, bah, par défaut, j'aurai un nul. Donc logiquement, ça ne devrait pas péter d'erreur. Je relance mes tests et ils passent tous. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme je lui ai dit du coup que maintenant c'était un objet et non plus un tableau, il va aller chercher dans le DTO les valeurs qui ont été soumises ici. Donc puisqu'ici, je lui ai dit que c'était un DTO, il va aller chercher les valeurs et comme mes attributs sont publics, je peux directement y accéder dans mon test. Donc comme ça, je vérifie bien que les valeurs correspondent et peu importe le nombre de valeurs que je lui donnerai, il se débrouillera à chaque fois pour aller les chercher. OK? Et là, ça serait without profile image. Est-ce que c'est clair? Alors, je reprends les dernières questions. Alors, Xavier, et comment tu hydrates un DTO? Au hasard pour l'update d'un formulaire, je dis ça. Ouais, alors Xavier, je sais de quoi tu parles. Alors, si tu avais un DTO, par exemple, pour un update, par défaut, tu ferais l'hydratation dans ton action. Donc, par exemple, ici, tu irais récupérer, par exemple, je sais pas, dollar, non, nous, ça serait par exemple, dollar user est égal à 10, repository, par exemple, get user by ID. Donc, tu lui passerais par exemple ID, ici. Et pour l'hydrater, en fait, il te faudrait un DTO factory. Alors, je t'en ai parlé par MP rapidement. Mais par exemple, ça serait dollar $DTO est égal à 10, et pas de ZOS, DTO factory. Hop. Ici, create user update DTO. Et tu lui passerais, en fait, les données que tu as récupérées en BD. Et c'est lui qui créerait, enfin, du moins, qui hydraterait le DTO en fonction de ton utilisateur. L'idée, c'est ça. Alors là, on l'a pas encore là sur cette partie-là, mais dans l'idée, c'est comme ça en fait. Tu vas chercher ton utilisateur, tu le récupères, donc lui, il va avoir les valeurs que tu as en BDD. Tu crées un DTO en lui passant les valeurs de l'utilisateur. Ça, je t'en ai parlé normalement. Il faudrait des fixtures pour les tests. Alors là, sur PHP Unit, oui, ça peut se faire. Je l'ai pas fait, mais on pourrait s'en servir. Alors après, les data providers, ça peut le faire. C'est plus une réflexion qu'autre chose, parce que quand je vois qu'à chaque fois, on est en train de faire des YEL pour avoir... de le rappeler. Alors après, tu peux faire un trait. Ça peut valoir le coup, quoi. Tu peux utiliser un trait sinon. Ouais. Tu crées un trait, tu mets des méthodes à l'intérieur, par exemple provide credentials, provide, alors je sais plus ce qu'on avait dans les tests. Bref, comme ça, tu les appelles seulement quand tu as besoin. Comme ça, tu les appelles directement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça pourrait se faire. Bon. Là, c'est juste parce que, bon, voilà, je voulais le montrer pour que ce soit bien clair. Ouais, non, mais d'accord, ok. Bon, il n'y a pas de souci. Donc là, notre formulaire, il est testé. Alors là, il est testé sans l'image de profil, bien entendu, hein, parce que là, on l'a pas. Mais après, il faudra bien entendu le tester avec l'image de profil. OK? Donc, on a notre formulaire, on a nos entités, on a nos DTO. Donc maintenant, on va pouvoir créer nos actions. Donc, notamment la page qui va nous afficher le registration. Donc, pour ça, on va créer UI
Donc, action, on va le mettre dans security. Comme ça sera bien propre là-dessus. Action security. Et ici, on va mettre un user registration action unit test. Ici, comme ça. Donc, ma classe, toujours pareil, il faut commencer à avoir l'habitude. Hein. Extends, test case. Il faudrait peut-être que j'arrive à créer un live template pour qu'il génère tout seul. Donc, public function test it implements. Donc, ici, ça serait $action est égal à new user registration action. Donc, ensuite, dans mon dossier SRC, ici, je vais pouvoir lui créer security. Ici, je lui rajoute user registration action. Donc, comme ça, je sais que c'est une action directement. Donc là, les actions, je peux les mettre en finale, puisque je n'ai pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Je vais la charger ici. Je vais charger ma classe. Donc, comme ça, c'est fait. Je lui définis une interface, toujours. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Je crée mon user registration action interface. Donc, je le charge comme ça. Dans mon test ici, bon là j'ai un petit peu anticipé, mais static assert instance of user registration. Donc si je tape action interface, il va me le trouver, de action. Donc comme ça, je m'assure que c'est bon. Dans mon action, je l'implémente, action interface. Et ici, on est bon. Donc ici, il va falloir définir ce dont a besoin mon action pour vivre. Donc pour créer mon formulaire, on sait que j'ai besoin du form factory. Donc comme ça, je sais que ça sera en place. On sait que je vais avoir besoin de la request. Ça sera que sur les méthodes invoke. Ça ne sera pas directement dans le constructeur. Donc là, pour le moment, j'ai juste besoin du formulaire. Donc, hop, j'allais faire la bêtise. Ici, je sais que j'ai juste besoin d'une form factory. Donc dans ma classe, directement, je vais créer un petit attribut. Donc là, c'est dans ma classe de test. Form factory. Je le passe à nul par défaut. Donc par défaut, tous les attributs que vous avez dans vos classes de test, essayez de les passer au maximum à nul. Il y a un petit gain de performance. En fait, ça permet à PHP Unit à chaque fois de bien réinitialiser la valeur. C'est plus simple. Donc là, j'appelle setup. Et je vais pouvoir faire 10 form factory. Comme ici, j'ai pas besoin forcément d'avoir la vraie classe, j'utilise un mock. Comme ça, je sais que je ne serai pas embêté. Je ne vais pas avoir besoin d'instancier tout le kernel pour rien. Donc ici, je lui passe 10 form factory, parce que je sais qu'il en a besoin. Je vais aller dans ma classe directement, puisque là, par contre, cette fois-ci, j'en ai besoin. Donc, form factory. Là, ça serait form factory interface. Hop, je génère mon constructeur. Donc, ça, c'est fait. Ici. Et il faudra que je le mette dans mon interface. Donc, je vais prendre la classe, la méthode. Hop, je la mets ici, là, là et là. J'importe la classe, et là, j'ai mon action qui a du coup un besoin, qui est le form factory. Pour le moment, j'ai juste besoin de créer le formulaire sur un enregistrement d'utilisateur, j'ai pas besoin de plus. Est-ce que là-dessus, c'est pas clair? Alors, tac. Alors, Alex, ça fait quand même énormément de code pour une page de registration. Oui, ça fait beaucoup de code à l'intérieur. Après, tu n'es pas obligé de tout mettre en place. Les DTO, tu n'es pas obligé de t'en servir. Je te recommande de t'en servir, mais tu n'es pas obligé de t'en servir. Tu peux mettre tes entités ou récupérer un tableau. Ça pose pas de souci. Et là, tout le code qu'on a mis en place, là, pour le moment, c'est juste les interfaces, les entités, ainsi de suite. Donc, voilà. Tu n'es pas obligé de t'en servir. Si tu n'as pas d'interface, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc après, voilà, comme Guillaume l'a précisé, après c'est surtout les tests là qui font perdre un peu de temps. C'est pour ça, c'est parce qu'on fait directement le test en plus du code, donc c'est un peu plus lent. Voilà. Ok. J'ai perdu personne en cours de route? Non? Ok. Nickel. Donc là maintenant que j'ai mon form factory, donc dans mon action, je vais lui rajouter la notation pour le routing, comme ça Symfony sera capable de se débrouiller. Je lui donne un nom, donc là ça serait user registration par exemple. Ici, je lui dis method, donc par défaut, je vais y accéder en get, je vais y accéder en post aussi. Et ici, donc ça serait, c'est pass. Donc ça serait pass registration. Register, ouais, register, ça serait pas mal. Donc, quand je vais charger cette route-là dans Symfony, automatiquement, il va me dire, voilà, j'ai une route qui est en /register et qui correspond à user registration. Donc
comme ça va aller vite. Je vais juste charger l'autoload parce que sinon, il ne va pas vouloir. Et pendant ce temps-là, on va faire du coup la fonction invoke, donc qui va nous permettre du coup d'être appelé comme étant un callable. Donc là, directement, je vais créer ici public function invoke. Je lui dis que j'ai besoin de request, ici, et que je vais avoir besoin du user registration responder interface. Donc là, j'ai pas le responder, mais on va le créer directement. Ça pose pas de souci là-dessus. Donc là, je peux le définir ici. Par défaut, je renverrai une response. Ça, c'est Symfony, hein, c'est pas moi. Ici, voilà, bien pensé au PSR. Donc je renvoie response. Un sur la ligne entre les deux. Donc là, directement, il a dû me charger tout ça. Pendant ce temps-là, je vais créer mon respondeur. Alors là, j'ai pas forcément créé j'ai pas créé le test obligatoirement. Tac. Donc security, user registration responder. Comme ça. Final. Donc ici, je la charge là. Je vais créer au passage rapidement l'interface. Comme ça, ce sera fait. Donc, user registration responder interface. Voilà, comme ça, je vais pouvoir la charger ici. Donc, c'était dans ma classe, c'est l'interface qui me posait souci. Ici, je peux charger du coup mon interface directement. Donc, comme ça, je vais pouvoir l'implémenter dans mon action. Donc, ici, invoke, comme ça. Alors là, ouais, il n'aime pas bien. Donc, par défaut, c'est parenthèse ici et accolade ici. Et donc là, je vais pouvoir faire mon return responder. Ça, normalement, vous savez faire. Hop, ici. Et je lui passerai request. Et request. Et donc, par défaut, c'est pas une redirection. Donc, je lui passerai false. Donc là, c'est juste pour avoir l'affichage directement. Donc, j'ai ma classe. Par contre, mon responder, là, me pète une erreur, puisque par défaut, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je vais charger public function invoke. Toujours pareil, je définis juste la classe. Request, savoir si c'est une redirection. Donc, par défaut, ça sera false. Et c'est à peu près tout. Non, j'ai besoin aussi de form interface. Interface de forme. Donc, par défaut, qui peut être à nul aussi, hein, parce que j'en ai pas forcément besoin. Et je vais renvoyer une réponse. Donc, request, le redirect, form interface, je saute à la ligne. La parenthèse, c'est pareil. Je génère ma documentation. Et voilà. Donc là, j'ai l'interface pour mon respondeur. Ici, je peux l'implémenter. Donc, User Registration Responder Interface. Et là, je vais générer juste mon invoke. Comme ça, ce sera fait. Alors, par contre, PHP Storm, c'est bizarre qu'il fasse des soirées tout dégueulasses comme ça. Il faudra que je regarde pourquoi il me génère ça comme ça. Et dans mon action, logiquement, j'ai plus l'erreur. Voilà. Puisqu'il connaît du coup la signature de la méthode invoke. Donc, il ne me pètera plus d'erreur. OK. Question. J'ai perdu personne. Logiquement, non. J'en ai certains qui se sont déconfis complets. Question stupide, juste une histoire de syntaxe. Je regardais dans ton home action. Au niveau de la route, tu as donné le pass et à la fin de la ligne, tu n'as pas mis de virgule. Normal ou pas normal? Après le pass, non, il y a une virgule. Non, il y a une virgule. Je l'ai oublié. Non, c'était pour être sûr, parce que voilà. Non. Il y a une virgule en fait, parce que c'est un tableau. Non, on est bien d'accord. Non, mais c'était au cas où, parce que je sais que méthode, des fois, en fait, en fonction de comment on l'appelle, en fait, il peut être fait séparément de la route normalement. Mais, Alors, par défaut, oui, méthode, tu peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire que tu peux faire method. Voilà, c'est pour ça que je demandais s'il était considéré comme. Ouais, d'accord. Alors, ça peut exister. Le problème, c'est qu'elle est dépréciée. Donc, tu oui, ça, servir. Non, c'est directement dans la route. Okay. Mais la virgule, c'est que j'ai oublié. C'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, par contre, j'ai vu une question sur le invoke de Xavier. Où est appelé le invoke Alors, invoke, en fait, il est appelé ici, si tu veux. C'est comme si ici, tu faisais invoke. C'est ça, en fait. Ce que je fais là, ça, c'est comme si tu appelais invoke. C'est juste la syntaxe courte. C'est-à-dire que comme c'est une méthode magique, c'est comme le constructeur. Quand tu crées une classe, par exemple, $foo est égal à new foo, au lieu de faire flèche construct,
qui ne fonctionnerait pas en plus, parce que tu ne peux pas t'en servir sur l'instance directement, tu fais comme ça. Ben, Invoke, sa version courte, c'est ça. Oui, je connais bien Invoke, j'ai souvent utilisé, mais ce que je vois pas, c'est Responder qui me. C'est un truc de. Attends, il y a un truc qui me gêne. Il est appelé où? En fait, le Invoke, comment tu le mets comment il est actionné en fait là, Alors, concrètement, à quel endroit? Ouais, parce que je mais là, je vois pas où il est. En fait, le Invoke, c'est pas moi qui l'enclenche, c'est Symfony qui va l'appeler. C'est-à-dire que Voilà, merci. C'est ça, en fait. Mais à quel endroit il est appelé? C'est ça que je veux savoir. C'est le contrôleur résolveur qui fait ça. Ok, merci. Voilà, c'est la question que je voulais savoir. Alors, c'est un des deux, je crois. Ça doit être peut-être celui-là. Parce que Voilà, c'est quand même pas, là, c'est une utilisation un peu particulière du Invoke, on va dire. C'est propre à Symfony, en fait. C'est ça, c'est Symfony. Alors, en fait, tu pourrais t'en servir pareil dans ton application si tu n'avais pas Symfony. Mais là, c'est Symfony qui s'en charge. C'est-à-dire que lui. Oui, non, mais voilà. Mais, refais voir, s'il te plaît. Alors, ça, c'est le contrôleur résolveur. Alors, je suis pas sûr que ce soit celui-là, parce qu'il y en a deux, en fait. Contrôleur résolveur et tu as le HTTP kernel. C'est plutôt celui-là qui est appelé. Tu vois, et là. Alors, c'est-à-dire qu'il appelle la classe en callable, en fait. Alors, il prend ta classe, il est instancié directement. Ouais. Il va aller chercher les dépendances, ainsi de suite. Et après, il te renvoie le contrôleur en tant que callable. Ok, merci beaucoup. D'accord. C'est bien à Tambouille en arrière-boutique de Symfony. C'est Symfony qui s'en charge. Ouais, parce que Invoke, je connais, mais là, je voyais pas. Parce que tu me le fais utiliser, mais je comprenais. Je me disais, bon, c'est en arrière-boutique qu'il est appelé, parce que il n'y a pas un seul endroit où je l'utilise. Toi, tu l'appelles pas directement. C'est Symfony qui s'en charge. Ok, merci beaucoup. Bon. Pour être plus parlant, si tu avais une méthode, par exemple, index, ben, Symfony, enfant, il instancie ton contrôleur et il fait $contrôleur index. Ok, c'est bon, ça va. Super, merci. Directement. Alors, pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? J'en profite. Non? C'est tout bon? Normalement, ça ne doit pas vous surprendre. Donc là, on a donc notre formulaire, ça peut se faire, on a notre action, ça pose pas de souci. On va créer le formulaire. Donc type est égal à 10, et pas de ZOS, oh là là. Form factory create, donc user registration type, s'il veut bien. Voilà. On va lui dire, tu attrapes la requête, donc request directement, puisque là, c'est directement lui qui va traiter la requête. Hop, ici. Et donc là, on va faire le passage avec un form handler. Donc là, on crée notre formulaire, il va attraper la requête. Donc dès qu'il va voir que c'est une requête en poste, il va la récupérer. Et on va déléguer le travail de soumettre le formulaire à notre form handler. Donc là, on a notre répondeur qui était en place. Hop, ici. Donc ça, non, celui-là, c'est pas comme ça. Celui-là, c'est le @inheritDoc. Donc ici, bon, on ferait juste un return response. Le répondeur, là, l'interface, elle définit bien ce dont on a besoin. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais juste le mettre au propre. Ici. Et là, on va faire du coup le form handler. Comme ça, je vais juste vous montrer comment vous en servez. Donc l'idée du form handler, c'est que vous allez découpler le traitement du formulaire, donc typiquement tout ce qui va se passer après ça, dans une classe à part. Il y a un form handler par formulaire, et au moins ça vous permet d'avoir plus de facilité quand vous allez les tester, et ainsi de suite. Donc pour ça, dans le dossier form, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler handler, par exemple. Ici, on va lui mettre user registration type handler unit test. Ça fait un long nom de classe. Tac, ici. Donc on crée la classe. Je le passe en finale. Alors, il y en a un qui tape sur son clavier. S'il y a une question, n'hésitez pas. Je suppose que c'est peut-être une question. Je fouetterai personne, je vous rassure. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à couper pendant là, je suis sur le code, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais juste faire le test comme d'habitude, vous le savez, hein, test it implements. Voilà, comme ça, je m'assure que c'est bon. Donc là, ça serait handler, new registration type handler. Alors, handler en camel case, ça serait plus propre. Donc ici, alors je vais juste fermer le dossier domain. Je vais juste fermer les autres dossiers qui servent à rien pour le moment. Hop, dans form, donc je vais créer un sous-dossier handler
/interface. Comme ça, il me crée les deux dossiers en même temps. Et ici, je vais juste lui créer un user registration type handler. Voilà, donc ça sera la classe. Donc là, elle sera finale, puisque je n'ai pas besoin pour le moment de vérité. Donc dans mon test, je peux la charger. Et ici, je peux faire static assert instance of user registration type handler interface de classe sur handler. Donc ici, je vais juste créer mon interface user registration type handler interface. Alors là, c'est la partie pas fun qu'on fait. Tac, je vais créer ma classe, je la charge directement. Donc mon type, j'en ai pas besoin. Et donc là, j'ai mon handler qui est défini. J'ai mon interface, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont des questions sur le principe du handler, qui n'auraient pas compris ou qui ont besoin d'éclaircissement? J'en profite. Non? Pas plus que ça? Le handler, c'est bien celui qui récupère les données, tu copies toutes les données de ton form dedans. Enfin, quand je dis copier, c'est une espèce de clone des données de ton form et tu fais tes tests de validation dessus, c'est bien ça. C'est ça. En fait, le handler, il va traiter tout ce qui est passé dans ton formulaire. Donc, c'est lui qui va enclencher le validator, qui va. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'était pour être sûr de bien remettre les bonnes choses à la place. Et dans ce cas-là, par contre, du coup, la question, c'est le DTO. Oui. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, le DTO, c'est juste un objet qui sert de transfert. C'est-à-dire, c'est lui qui transfère les données de ton formulaire vers le handler. Vers le handler, d'accord. Donc lui, en fait, il est juste là, il fait pas ce plat. Il est juste là pour faire coucou, voilà, tu me passes des données, ben, je les transfère. D'accord, ça marche. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Alors, Xavier, le form handler, ce n'est pas l'API, il a une API, puisqu'il définit des méthodes, donc il a une interface de programmation, mais ce n'est pas une API. C'est juste lui qui définit les méthodes que tu vas utiliser. Une API, c'est Application Programming Interface. Donc, c'est l'interface de programmation avec ton application. Donc, c'est typiquement le handler, c'est ton API. Par contre, ce n'est pas une API. Il définit une API pour interagir. C'est la petite différence. OK? Okay. J'ai vu que Maël était parti du coup. Donc, sur le handler, donc là, on sait que maintenant, on a notre handler. Donc ça pose pas de souci. Donc là, il y a un petit test rapide. Je n'irai pas plus loin dans le test. Là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez le voir. Hop, practice, ici. Donc maintenant, on sait que notre action, en plus, il va avoir besoin du handler. Donc on va pouvoir le modifier. Donc on va commencer par modifier le test, donc, qui est ici. Donc en plus de lui passer, on va lui passer private form handler. Donc on lui passe à nul, par défaut. User registration type handler interface, ici. On lui passe ici this form handler est égal à this create mock de user registration type handler interface. On lui passe directement. Et ici, du coup, on peut lui passer this form handler. Donc, comme ça, on sait que lui, il va fonctionner, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans l'action, il va falloir créer directement dans l'interface, l'appel du coup sur le handler, donc user registration type handler interface. Donc nous on va l'appeler type handler, comme ça on saura que c'est bon. On update la documentation. Dans l'action du coup, on peut lui passer private form handler. Comme ça on n'est pas embêté. Donc user type handler interface. Ici, tac, ici, donc là on est bon, donc user type handler interface, on lui passe en type handler, on génère tout ça comme ça c'est bon, et là ici on fait 10 form handler est égal à form, alors je vais le renommer parce que du coup, form handler, moi. Donc on a notre form handler qui a été injecté. Ça pose pas de souci. On a bien du coup notre test, ça, il n'y a pas de problème non plus.
Le action interface, il est bien à jour. Donc lui, ben, on peut mettre directement la documentation. Hein. Practice, je vais éviter de me faire fouetter. Hop, tac, directement, hauteur. Hop, ça c'est bon. Donc celui-là, on peut le fermer. Maintenant, dans notre action, ben, on peut appeler notre handler. Donc ici, directement, on va faire if this form handler. Donc on utilise la méthode handle. On va lui passer le type. Donc comme ça, on lui dira, ben, tu handle le formulaire. Si ça s'est bien passé et que tout est bon, on va faire un return sur le responder. Donc on va lui passer request. On fera une redirection par défaut. Et si par contre ici on ne redirige pas, il faut lui passer le formulaire. Donc, comme ça, on sait que lui, il aura directement la méthode et il n'y a pas de souci. Donc là, par contre, dans mon handler, je n'ai pas mis la fonction handle. Donc public function handle, on attend form interface de forme et on renvoie un booléen. Ça, vous avez l'habitude. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont surpris là sur ce qu'on a vu là? J'en profite. Donc c'était user type handler interface, hop, public function handle. Et par défaut, on return tout. Hop. Hop, tac, tac et tac. Pas de questions sur ce qu'on a vu? Normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. Ok. Donc ça, c'était bon, on avait la classe. J'avais juste par rapport au form handler en lui-même. Ouais. Quand je crée un form en front, j'envoie les données, requête Ajax, tout ce qui va bien. Les données récupérées, elles ont déjà été validées une première fois en front. Est-ce que je dois les envoyer aussi dans un form handler en back avant validation ou je peux valider directement ce que je récupère? C'est mieux que tu aies une autre validation côté back. Oui, non, ça d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que DTO form handler. C'est plus propre. Après, c'est sur ton formulaire, ça dépend parce que si tu le génères que côté front, le DTO n'est pas utile. Ouais, tu n'auras pas de DTO et même pour ton handler, ben, ça va être compliqué parce que du coup, tu n'auras pas de formulaire qui sera généré par Symfony. Ouais, donc du coup, il faut que je me crée une classe de validation à part. Soit tu le crées à part, soit tu fais ta validation côté front-end et en back-end, tu utilises notamment là ce qu'on met en place avec Laurent, c'est-à-dire des request handlers qui vont valider la requête avant de l'envoyer au contrôleur. D'accord, ouais, mais ça valide la requête, mais ça valide pas forcément le contenu, si? Si, l'idée c'est ça en fait, c'est de valider. C'est quoi? C'est les request handlers, ça, d'accord? C'est un request handler, c'est savoir si tu as par exemple les bonnes clés, si ça remplit bien les attendus pour la BDD, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Ah bah tiens, ça je vais explorer alors, parce que c'est vraiment un truc, c'est le passage en fait où j'ai un peu de mal, parce que bon, je vais passer tout ce qui est authentification et compagnie, qui est vraiment un truc un peu à part, mais parce que en fait, je sais que la double validation, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que le JavaScript, entre le moment où tu l'envoies et le moment où tu récupères, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu le problème. Il vaut mieux le valider 2 fois. Voilà, parce que à moins de le crypter, il n'y a pas trop moyen, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me posais la question. Il vaut mieux le valider 2 fois, c'est plus propre. D'accord. Donc, par défaut, j'ai mon form handler là qui est instancié. Donc, lui, il va traiter mon formulaire, il n'y a pas de souci. Il a une méthode handle. Alors là, qui par défaut, vous le savez, renvoie forcément true à la fin. Par contre, c'est là que je vais avoir le if form is submit and form is valid. Donc, c'est ici que je vais le vérifier. Si c'est tout bon et que ça s'est bien passé, je fais un return true. Si par contre, ça s'est mal passé, je fais return false. Voilà. Et donc, ici, on appellera le validator, les factories, plus doctrine, par exemple. Ainsi de suite. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir les appeler. On fera les injections, ainsi de suite. OK? Donc, le DTO, on n'en avait plus besoin. Le type handler, il n'était pas nécessaire pour le moment. Là, on avait donc notre type handler. Donc, il faudra qu'on fasse le test, bien entendu. Hein. Là-dessus, ça ne changera pas. Hop. Hop, voilà. Donc, le type handler, on aura un petit test hit handle, par exemple, pour dire qu'il vérifie bien du coup le test. Là, on a notre test unitaire du coup pour notre action. Donc, très important là-dessus, puisque c'est là-dessus qu'on va se baser pour vérifier que nos actions font bien du coup ce qu'on attend. Ça, c'était bon. Là, on a notre action proprement parler. Donc là, du coup, il y a presque plus de code à l'intérieur puisqu'on va découpler le travail. Hein. On fait la création du formulaire par le factory, on fait le traitement du formulaire par le form handler, et c'est le respondeur qui va générer la réponse.
Donc là, logiquement, ça devrait être bon. Et je vais juste, par contre, redumper l'autoload. Et je vais voir du coup si j'avais Twig qui est installé. Ouais, Twig il est installé. Donc on va juste créer security, que vous puissiez voir quand même tout ce qu'on vient de créer. Security. Et donc là, ça serait user registration.html.twig. Donc en inspectant le snake case, base, donc c'est base normalement. Ouais. Bloc, donc on définit body, donc on va le surcharger, and block, hop, tac, tac et tac. Donc là, par défaut, si je fais forme de forme, donc logiquement forme, donc après il faudra passer tout ça dans le responder, donc le responder il va avoir le formulaire. Donc ici, on va vérifier pour savoir est-ce que c'est une redirection, donc c'est-à-dire est-ce que je génère une redirect response, donc dans le cas où mon formulaire s'est bien passé, ou est-ce que je génère la vue avec mon formulaire. Donc là, je vais avoir besoin d'injecter Twig. J'ai juste besoin d'injecter Twig pour le moment. Public, function, construct. Donc là, j'ai juste besoin d'injecter Twig. J'ai pas besoin de plus, parce que dans mon constructeur, là, j'ai 3 fois rien. Mon responder, il fera pas grand-chose. Je crée un attribut qui s'appelle Twig. Hop, je le type en environment. Comme ça, c'est tout bon. Je lui génère le constructeur. Donc là, on sait que c'est Twig qui est injecté. Hop, comme ça, et donc là, je peux lui passer, par exemple, donc là, on va faire une ternaire, donc admettons que ce soit une redirection, donc dans ce cas-là, je vais faire $response est égal à new redirect response, donc en plus, il faudra que j'injecte l'URL generator, sinon, response est égal à une nouvelle response, HTTP formation, et donc là, on pourrait faire this twig, render, et on va lui mettre user registration. Comme ça, il va nous rendre la vue. Et ici, on fait return response directement. On lui passe le tableau associatif. Donc, par défaut, ça serait forme de forme create view. Donc, on crée la vue pour le formulaire Twig. Et là, on est en place. Notre responder, du coup, il est à jour, il est en marche et on peut s'en servir. Est-ce que déjà là, il y a des questions? Il y en a qui auraient pas suivi ou que j'ai perdu? Ah, normalement, les respondeurs, ça ne devrait pas vous surprendre. C'est une base. Tu crées une vue, quoi. Tu renvoies une vue, tout bêtement. Là, c'est juste la vue qui a renvoyé. Alors, Alex, est-ce que tu vas traiter l'encodage du password de la même manière que dans le cours sur sécurité? Alors, on va sûrement le traiter de la même manière. Donc, on va appeler le factory, on récupère l'encodeur et du coup, on lui envoie. Il n'y a pas de souci là-dessus. On verra ça. Ça sera peut-être pas dans la session d'aujourd'hui, mais on verra, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, on a notre respondeur qui pose pas de souci. Il renvoie notre vue. Donc là, normalement, je dois avoir form qui s'affiche. J'ai mon constructeur, j'ai mon action. Je vais regarder si j'ai pas d'erreur. Je regarde make route. Make router ou make route, je sais pas. Je vais regarder déjà si ma route a été chargée. Donc j'ai bien mon register qui a été chargé. Et ici, je vais sur /register. Hop. Là, donc là, j'ai bien mon formulaire qui a été envoyé. Donc là, j'ai bien les champs, j'ai bien le file type, ainsi de suite. Donc là, mon formulaire, il est bien généré. Donc là, dans le body, j'ai bien mon formulaire qui a été généré. J'ai mes divs qui sont envoyés. Donc c'est pour ça que je vous l'affiche comme ça. Et là, j'ai bien mon champ username, mon champ email, mon champ password et mon champ d'image. Alors là, les champs ne s'affichent pas bien parce qu'en plus, j'ai pas d'intégration. Mais par défaut, là, ça fonctionne. En formulaire, ça s'affiche bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. OK. Donc là, je vais juste créer rapidement un petit thème pour que ce soit plus affiche forme thème. Je vais l'appeler ici. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler main.html.twig. Ça sera un bloc. Bloc. Donc là, ça serait forme. Je vais surcharger le bloc forme. Hop, tac. Et ici, donc je vais faire form start de forme. Ce sera toujours forme. Form end de forme. Ici, je vais lui faire forme row de forme. Et ici, je génère un button de type submit. Submit, merci. Soumettre. Hop. Et donc là, logiquement, sur ma vue,
Ici, je peux faire un appel sur form thème. Je lui passe form. Et ici, hop, je l'appelle main. Donc, on pourra le charger dans les thèmes de formulaire, ça pose pas de souci, mais là, je vais juste le charger comme ça. Je refresh ma page qui est ici, et je dois avoir mon bouton, voilà, qui s'affiche ici. Donc là, j'ai bien mon button qui a été chargé du coup par mon thème de formulaire et qui s'affiche comme n'importe quel champ dans mon formulaire. Ça pose pas de souci là-dessus. Il s'enclenche bien, il n'y a pas de problème. Mon thème a été chargé. Et là, j'ai mon formulaire de création d'un utilisateur. Donc ça fait beaucoup de code qui a été mis en place, mais au moins vous avez une découpe propre et vous savez exactement quelle classe fait quoi. C'est plus facile à tester. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai la moitié qui ont perdu toutes les couleurs qu'ils avaient en arrivant. Je pense à Maël qui ne réagit plus. Alex qui ne réagit plus non plus. Je pense qu'ils ont commencé à préparer la corde. Donc là, sur les formulaires, donc là, on a vu les grandes lignes du développement. On n'a pas fait tous nos tests, puisqu'il y a beaucoup de tests encore qui ne sont pas en place. Là, le handler, bon, bah, il fait rien, puisque là, pour le moment, il n'y a pas de logique. L'action, c'est pareil, on n'a rien testé, alors qu'on a du code à l'intérieur. Donc ça, c'est pas bien, puisque là, on n'est pas capable de dire du coup si ça fonctionne ou pas. Le responder, on n'a même pas fait la classe de test. Donc là, du coup, bah, c'est encore moins bien. Donc ça fait responder/security. Par exemple, donc dans security ici, et donc là on aurait par exemple user registration responder unit test. Ça vous avez l'habitude, final, extend. Donc là on n'a pas besoin d'étendre de toutes les classes. Non, test case de PHP unit. Voilà, hop. J'ajoute l'auteur, comme ça c'est fait. Oh. Tac, ici, et donc là, je charge juste la licence pour qu'on ne soit pas embêté. Hop, et ici. Donc là, c'est déjà un poil mieux. Donc il y a encore pas mal de code qui n'est pas testé. On n'a pas tout testé, c'est pas tout en place. Mais là, on a déjà la base, on a le formulaire, ça fonctionne. Donc si par exemple, ici, dans mon handler, donc ici, je lui fais par exemple un dump. Alors là, ça serait var dump parce que j'ai pas encore le composant. Form getData. Je fais une die. Ici, je vais soumettre mon formulaire. Donc là, username, je mets Toto, Gmail. Je soumets mon formulaire. Ici, je récupère bien mon DTO en sortie du formulaire. Comme on l'a testé dans le type, on sait pertinemment que c'est mon objet qui est renvoyé. On sait pertinemment que les valeurs sont passées, il n'y a aucun souci là-dessus, et que par défaut, l'image de profil est annulée. Donc ça, on s'assure bien du coup que ce qu'on a testé dans nos tests unitaires, ça remplit bien du coup aujourd'hui là ce qu'on attend sur la page. Donc on sait que notre code il est couvert, qu'il est bon, qu'il fonctionne, qu'il n'y a pas de souci, et que notre application pour le moment elle est en place. Donc là on a à peine commencé à effleurer l'enregistrement, parce qu'il va falloir encoder le mot de passe, il va falloir continuer là-dessus. Mais là dans l'idée, la première partie est en place. Maintenant il va falloir travailler tout le reste, continuer les tests qui sont hyper importants. Donc les entités c'est testé, le DTO on l'a même pas testé, à peine. On ne sait même pas s'il remplit bien ce qu'on attend. Mais là, on a effleuré du coup le début du coup de l'enregistrement. Donc on va pouvoir continuer là-dessus dans la prochaine session. OK? Donc ça, là-dessus, pour aujourd'hui, on est bon. OK. Est-ce que sur tout ce qu'on a vu, j'en profite, je repasse rapidement plus sur le code, est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des points sur lesquels vous voulez revenir? J'en profite, c'est l'occasion. J'ai juste un petit point peut-être sur ton répondeur. Oui. Est-ce que tu peux expliquer vite fait dans l'invoke le redirect false? Pourquoi tu mets ça là en fait? Alors, par défaut, ton répondeur ne va pas faire la redirection. C'est-à-dire que par défaut, ton formulaire, si tu le regardes ici, on sait que notre form handler, s'il return true, on redirige. C'est-à-dire que ça veut dire que l'enregistrement s'est bien passé, donc on va rediriger sur la page d'accueil. Par contre, par défaut, comme il renvoie false, puisqu'on l'a vu ici, dans le handler, là, si je regarde, par défaut, tu vois, il renvoie false. Donc, par défaut, on va être obligé de lui dire, étant donné que tu ne fais pas la redirection, donc étant donné qu'on va pas te rediriger sur la page d'accueil, je te passe à false. Et en fait, le truc, c'est comme ici, on l'a passé en second argument, parce que c'est un argument important, on va être obligé, en fait, de lui dire, je te passe à false, parce que comme ça, tu fais pas toujours la redirection. Et le formulaire, on en a besoin. Donc là, on est obligé de le passer en dernier.
Ok, ouais, je comprends mieux. Voilà. Et ici, il faudrait rajouter MNO-PQRSTU, il faudrait ajouter l'URL generator, du coup, pour faire la redirection. Donc là, qui serait URL generator interface. Ici, on va générer le constructeur comme ça. Hop, 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 tac, ici et ici. On génère ça proprement, tac, ici, et ça, on le dégage, on va le mettre dans l'interface. Hop, une porte classe, et on ferme. Voilà. Donc là, au moins, notre répondeur, il est propre. Et ici, on peut faire directement this URL generator, generate, et donc c'était home, je crois. Voilà. Donc comme ça, on sait que quand on fera la redirection, on fera la redirection sur la page d'accueil, puisqu'une fois qu'on a été enregistré, on redirige sur la page d'accueil, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. OK? Est-ce qu'en complément de ça, il y a des questions? J'en profite, c'est l'occasion. Autant en profiter. Je vois si j'ai pas raté des questions. C'est bien, je suis content parce que comme tu as abordé les tests, je vais pouvoir. J'ai bossé sur mon projet, mais je pense que là, je vais redémarrer à partir des tests. Ça m'évitera d'oublier plein de trucs. Les tests sont importants, très importants. Non, mais c'est ça, ouais, je sais, ce qui n'a pas été testé, techniquement, c'est mort, mais. C'est pas censé exister. Là, on n'a pas tout testé et on n'a pas vu tous les tests. Là, on a juste fait des. Non, c'est pas dans le sens là. C'est que bon, je crée une API. On sait que c'est assez violent. Voilà, donc autant reprendre correctement au fur et à mesure. Ça permet justement de valider au fur et à mesure qu'on a un vidéo. Et du coup, ouais, non, c'est bien. Ça relance un petit peu la machine aussi parce qu'il y a des moments où, quand tu es devant le mur, c'est bien de balancer le piolet, sur l'escalade et tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu pètes la gueule. Pas toujours. Donc là, non, les tests, en fait, il faut vraiment que vous les pensiez tous comme étant la première chose que vous faites. Ça vous force déjà à savoir à l'avance ce que vous allez développer, donc notamment à faire peut-être de l'UML, ainsi de suite. Alors sur les DWJ, c'est pas forcément obligatoire, mais l'idée, c'est qu'au ça vous permet d'y penser de manière générale sur ce que vous avez besoin de développer. Ça, oui. Et puis quand vous arrivez sur le code, après, vous savez que voilà, si le test il a été fait, qu'il passe, il n'y a pas de souci, potentiellement le code il est propre. Alors il peut être refactorisé, mais l'idée c'est pas de le refactoriser de suite. C'est on fait passer le test, puis après on s'assure que le code est bon en ayant un test qui passe, et après on refactorise si jamais on peut l'optimiser. Sachant que là, sur ce qu'on a fait, il n'y a pas grand-chose qui peut être revu, puisque il n'y a pas beaucoup de code, même si ça peut sembler énorme en termes de structure. Il n'y a pas beaucoup de code qui est mis en place derrière, c'est juste des petites classes rapides avec des petits attributs. Potentiellement, il n'y aura pas grand-chose à optimiser, si ce n'est qu'il faudra qu'on regarde avec Blackfire si ça passe bien. Voilà. Et comment tu ferais un présenteur de ça? Alors, comment tu ferais un présenteur? Alors, il te faudrait un présenteur, par exemple, dans UI. Alors, j'en ai un sous la main, si tu veux, je peux te montrer. Question pourrie, what is a présenteur? Alors, un présenteur, c'est une classe, en fait, qui va s'occuper de mettre en forme toute la réponse. Donc, que ce soit le contenu de la page Twig. Par exemple, si tu as un formulaire, tu lui envoies le formulaire et c'est lui qui va créer la vue pour ton formulaire. Ouais, d'accord. En fait, c'est comme... voilà, on te donne quelque chose et tu as quelqu'un qui vient te le présenter directement. Ouais, d'accord, ouais, je vois ce que c'est. Ouais, ouais, d'accord. Donc ouais, là, moi, dans l'absolu, sur une réponse d'API, tu t'en sers pour faire tout ce qui est pour générer le JSON. HD stage 3, ouais. c'est lui qui va s'en occuper. Là, par exemple, je l'ai pour une génération de formulaire, par exemple. Donc là, en entrée, je vais lui passer le formulaire. Alors, je l'ai là, par exemple. Action, Security, Register Action. Donc là, c'est plutôt Register Responder qu'il me fallait. Security, Register Responder. Voilà. Donc là, mon respondeur, mon présenteur, par exemple, j'ai une fonction prepare option ici. Donc je lui passe ma locale, donc qui est par défaut la locale de mon application. Je lui passe le contenu qui va s'afficher sur la page. Donc par exemple, si j'ai des contraintes ou des choses comme ça, je vais lui passer mon formulaire et je vais lui passer ma page. Donc qui sont des paramètres un peu plus génériques, qui peuvent être par exemple le titre de la page, ainsi de suite. Et c'est lui, par exemple, si je prends mon formulaire, je lui passe mon formulaire en entrée. Et en sortie, quand je vais appeler getForm, c'est lui qui fait le create view. En fait, l'idée, c'est que tu découples encore ton responder, quoi. C'est ça. Parce que c'est pas au responder. Le responder, son rôle, c'est pas de préparer la vue, c'est de préparer la réponse. Le responder, le responder, il va faire il va récupérer, en fait, ça.
C'est ça. En fait, le répondeur, son but à lui, c'est de préparer la réponse. C'est pas de d'accord. Donc lui, il va récupérer ça, il va renvoyer après au Twig. Là, je l'envoie sur Twig, par exemple. Mon présenteur, une fois qu'il est prêt, j'envoie oui, Twig, ou peu importe le type de réponse, en voilà. fait. Et sur ma vue, ça donne ça. Il va envoyer les données à ton présenteur. Le présenteur va tout mettre en forme. Il va tout renvoyer À mon répondeur. à ton répondeur. Et le répondeur, lui, il renvoie au-dessus. Soit il renvoie directement une vue, soit il renvoie en JSON. En JSON, voilà. Donc là, ça donne ça après. Par exemple, quand tu veux appeler des valeurs, par exemple, mon formulaire, là, je fais un présenteur.form. Ouais, d'accord. Directement. Donc après, là, j'ai du JS pour traiter la taille des fichiers et ainsi de suite. Mais dans l'idée, voilà. Quand j'ai besoin d'appeler quelque chose, j'appelle la valeur et c'est fini. C'est mon présenteur qui s'en occupe. Alors après, là, le présenteur, il est un peu plus compliqué. Là, il costaud dessus. J'ai une question. Il y a un endroit où tu stockes éventuellement des comptes à suivre, des ressources à suivre pour tout ce qui est tout ce qui est cette partie-là, j'ai le drive là que j'ai partagé sur le Slack hier. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est tout ce qui est je trouve plus maintenant, ça veut plus revenir. Ça veut plus revenir, c'est pas grave. L'archi logiciel, merde. Ah, du coup, il veut plus revenir. Je suis paumé. Ouais, tout ce qui est architecture. Alors là, moi, je l'ai sur le drive. Ouais. Après, je les ai sur des comptes Twitter en suivi pour tout ce qui est ainsi de suite. Et après, j'ai un tableau de favoris qu'il faudrait que je mette en page. Mais oui, ça après, je peux le partager. Il n'y a pas de souci. Ah, punaise. Je sais que j'arrive plus à retrouver le modèle. Là, on est après sur tout ce qui est architecture type ADR, MVC, ainsi de suite. Voilà, ADR. Ah, j'ai du mal. ADR. Ah ouais, non, il y a des moments où le cerveau, ADR, tu peux aller chercher sur. Sur GitHub, il n'y a pas grand-chose, parce que j'ai cherché. Sur GitHub, ouais, mais parce qu'il faut regarder sur l'utilisateur PM Jones, c'est lui qui a créé ADR. Là. D'accord. Parce que d'accord, donc en fait, s'il n'y a que lui, tiens, il utilise Atlas. C'est lui qui a créé Atlas. D'accord. Ah, ça peut être intéressant à regarder aussi. Il est implémenté maintenant dans Symfony Atlas. Donc il mais parce que c'est ce que j'étais en train de regarder, parce que ça fait pas mal de fois que je vois passer le truc, justement, où ils expliquent un petit peu les différences, l'avantage d'utiliser Atlas par rapport à Doctrine sur certains trucs. Donc il a été mergé sur le repository contrib des récipes Symfony. Cool, ça. Voilà. Après, là, il y a une explication un poil plus visuelle, je crois qu'il en parle un peu plus. Ouais. Mais non, ADR, après, voilà. Mais ça, c'est les trucs qu'il faut que je mette à jour dans le drive. Mais oui, il y a des ressources dessus. Voilà. OK. Donc là, pour aujourd'hui, on aura fait le tour sur l'enregistrement. Donc, c'est encore à compléter. On complétera dans la prochaine. Donc là, je vais juste faire mon commit. Donc là, on était sur Fit, Security, donc User Registration, par exemple. Registration Process. Actions, Responder, hop, tac. Donc là, je vais juste faire un git push origin. Alors c'est git push origin fit. C'était quoi? C'était register, je crois, j'avais mis. Registration. Voilà, je vais pousser mon code, comme ça c'est fait. Et donc normalement, il a été chargé ici, practice. Je refresh la page. On doit l'avoir ici, registration. Voilà. Donc là, il y a le code qui est à jour. Donc du coup, avec tous les dossiers qui ont été créés directement, vous avez la mise en page s'il y a besoin. Donc action, ça, c'était celui qu'on avait la dernière fois. Et user registration action, il est en place. Voilà. Donc celui-là, comme ça, on pourra se baser sur cette partie-là pour continuer du coup la prochaine. Donc là, on va continuer l'enregistrement la prochaine fois et on va essayer de le finaliser puisque maintenant qu'on a la structure générique qui est en place, il n'y a plus qu'à mettre en place le reste, donc tout ce qui est validation, appel de doctrine, les contraintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. OK. Est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions? J'en profite. Okay. Non, c'était tout bon, tout compris, il n'y a rien de... Alors, Alex, donc non, là pour le moment il n'y a pas 100% de coverage, malheureusement. On n'a pas fini l'issue, donc il nous reste, je pense, une grosse session pour terminer l'issue, et il manque la sécurité, bien entendu, avec l'envoi d'email, ainsi de suite. Ça n'a pas été fait encore. Voilà. Mais sur l'envoi d'email, ça sera la prochaine. Pareil pour la sécurité, pareil pour Doctrine. Ça sera la prochaine. Voilà. OK. Bon.
Impeccable. Donc là, sur l'issue, donc elle sera, enfin, sur la vidéo, ça sera chargé cet après-midi. Je vais vous la charger, comme ça, ce sera fait. Donc, si vous avez besoin de la re-regarder ou quoi que ce soit, bah, vous n'hésitez pas là-dessus. S'il y a des questions sur ce qui a été vu, vous n'hésitez pas non plus. Et donc, la prochaine session, donc, ça sera dans 15 jours. Comme ça, on fait un point là-dessus. Et puis, bah, comme ça, on peut continuer l'issue, la clôturer. Et puis, bah, on attaquera la suite. OK? Yep. Impeccable. Eh bien, écoutez, on va partir là-dessus. Je vais stopper l'enregistrement directement.